Salut tout le monde, je suis Raoul Villeroy, bienvenue à tous pour cette émission exceptionnelle de preview du Super Bowl en partenariat avec la Fédération Française de Football Américain et Touchdown Actu en direct depuis le Hard Rock Café. On a un programme exceptionnel pour vous accompagner jusqu'au Big Game de ce soir, mais d'abord, notre casting du jour. Je suis avec Lucas Vola. Lucas, salut. Salut Raoul. Lucas qui est chroniqueur sur Touchdown Actu que vous connaissez et qui... Qu'est-ce que tu écris sur Touchdown Actu principalement? La preview des matchs tous les week-ends. La preview des matchs, voilà, vous pouvez lire la belle plume de Lucas sur notre site. Et on a Pierre Trochet de la Fédération Française de Football Américain. Salut Raoul, salut à tous. Est-ce qu'on a le droit de dire la 3FA pour cette émission? Oui, ça passe. Génial, on dira ça. Pierre, merci d'être avec nous pour cette super émission. Tu nous as trouvé du beau monde pour venir en plateau avec nous, puisqu'on vous le disait, on vous l'a promis, on aura dans cette émission 3 joueurs français qui sont passés par la NFL, Anthony Mangou, Anthony Dablé et Sébastien Sejean, qui vont se relayer sur ce plateau pour parler de foot américain et du Super Bowl avec nous. Donc on est très très content de les avoir et on vous promet voilà, un show exceptionnel à l'image du Super Bowl. Exactement. Avant de commencer, on tient à remercier le Hard Rock Café qui nous accueille comme souvent pour faire les émissions dans leurs locaux. On remercie aussi nos sponsors Capland qui font les belles casquettes que vous avez devant vous et qui font les équipements du championnat de France, des équipes du championnat de France. Tout à fait, et Eat the Ball qui fait des petits pains congelés là, en forme de ballon de foot américain. Voilà, vous pouvez voir ça. Très populaire en Allemagne et en Autriche. Ouais, en Allemagne et en Autriche qui sont sponsors d'ailleurs du championnat là-bas aussi. Messieurs, on va commencer cette émission spéciale Super Bowl, mais d'abord on va faire un petit détour par la France, puisque Pierre, tu es avec nous pour nous parler de 3 sujets, on va dire, rapides sur l'actu du championnat de foot américain français. Par quoi on commence? C'était l'occasion, on a volontairement fait démarrer le championnat en fait en même temps que le Super Bowl pour profiter de cette belle vitrine. C'est vrai. Et de pouvoir effectivement mettre en avant le foot américain français, puisque la Fédération Française de Foot Américain, c'est 23 000 licenciés. On est sur un peu plus de 300 associations affiliées, donc on est sur un sport qui se développe. Alors on a évidemment sportivement les réussites, en tout cas les joueurs avec qui vous allez pouvoir discuter après. Le foot français, c'est en division 1, 6 équipes, 12 équipes de conférences de 6. En l'occurrence, ils ont donc démarré le championnat hier. Les Molosses d'Asnières-sur-Seine, les Corsaires d'Evry, les Spartiates d'Amiens, le Flash de la Courneuve, bien connu, multiples champions et champions en titre, les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône et les Léopards de Rouen pour la conférence Nord. Et puis toute la saison, on retrouvera également dans la conférence Sud les Boostards de Marseille et les Argonautes d'Aix-en-Provence qui ouvrent la saison cet après-midi sur un derby. On ira voir un petit peu le résultat après. Les Black Panthers de Tournon-les-Bains, champion aussi dans les années 2010. Je me souviens d'avoir vu une finale. Très récemment, ils ont gagné effectivement 2 titres de suite. Surtout, disons que c'est le dernier club à avoir remporté une Coupe d'Europe aussi également. Donc c'est un club qui monte très fort. On retrouvera également les Centaures de Grenoble, qui ont fait partie de l'ascenseur, puisqu'on a donc élargi le championnat, dont Anthony a commencé sa carrière sur place avec son frère. Les Falcons de Villeurbanne, et enfin également nouveau promu et finalement le seul rookie à ce niveau de compétition, les Hurricanes de Montpellier. Voilà. Donc on a eu un premier match hier. Les Molosses se sont imposés 20-7 contre les Cougars. On a dû manager quelques intempéries au début de saison. Comme beaucoup de ligues professionnelles en France. Voilà. Alors nous on est pour ligue amateur, complètement amateur, mais on gère quand même tout ça. Et puis effectivement on est dans une année un petit peu spéciale, parce que c'est les 35 ans de la fédération cette année. L'histoire avec tous ces pionniers qui ont importé ce joli sport dans lequel vous faites partie bien entendu de la communauté comme nous, à la différence de ne pas le pratiquer, mais vous en suivez largement l'actualité toutes les semaines. On a essayé un peu, t'as joué un peu toi ou pas du tout? Non. Pas du tout. Non. Moi, j'ai joué un tout petit peu, j'ai fait 2 matchs de pré-saison. Mais bon. C'est vrai? Ouais, avec les Templiers d'Elancourt. Les Templiers d'Elancourt, ça on dirait en division 2 effectivement pour l'instant, mais parce que je suis parti. Qui vont chercher à remonter. Et oui, donc les 35 ans de la fédération cette année, et puis on va jouer la 25e finale du casque de diamant. Voilà, donc avec effectivement les histoires qui vont rythmer la saison, à savoir si le Flash ira chercher un three-peat avec le 3e titre à la suite. On annonce peut-être une saison de transition, mais le Flash est un club disons qui se renouvelle à chaque fois avec des générations de jeunes, donc on leur fait confiance. Les Black Panthers qui sont également très armés pour aller rechercher ce titre. Et puis
C'est la bonne occasion cet après-midi. Je voulais vous garder un petit peu. Justement, dis-nous. Un petit peu la nouvelle. Donc, on aura l'occasion de jouer ce 25e casque de diamant sur un magnifique stade, le Stadium, sur Villeneuve d'Ascq. Voilà l'ancien stade du club du LOSC pour ceux qui connaissent. C'est un magnifique souvenir pour nous parce que notre dernier match international, on a joué contre l'Université d'Augustana en préparation d'un championnat d'Europe. Et c'est effectivement une belle fête qui avait rassemblé plus de 7000 personnes. Donc voilà, on est de retour après 3 années dans le sud. On revient au nord de la France. Et on espère, effectivement, on va commencer très tôt les organisations, les planifications. Donc c'est vrai que c'est aussi le bon moment de faire la transition. Bien Alors, sûr. ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer ce soir à Atlanta. On en est très très loin. Mais on est très loin. Il faut. Mais c'est un début et puis c'est une bonne approche pour ce que nous sommes et ce que nous faisons et ce que nous allons faire dans le futur. C'est quand exactement? Le 29 juin 2019, coup d'envoi à 18h. Et on ouvrira les portes du stade pour plusieurs animations, en tout cas locales, dès la veille. Et pour le grand public à partir de 14h. Très bien, le 29 juin, donc rendez-vous à Lille, Villeneuve d'Ascq. Pour la finale, le casque de diamant. Pas la finale du casque de diamant, hein, puisque attention, c'est comme le Super Bowl, on ne dit pas la finale du Super Bowl. C'est le casque de diamant. C'est le casque de diamant. Le 25e, voilà. Ça va être, il y a une petite actualité aussi avec la Fédération française de foot américain qui remonte déjà à l'été dernier, mais on est tout de même champion d'Europe en titre. On a eu effectivement, alors c'est un travail, j'ai 35 ans de la fédération, donc il a fallu potentiellement attendre 35 ans pour effectivement faire un doublé international, puisque on a commencé en 2017 avec les World Games, on bat l'Allemagne qui est un peu le rival historique, qui était l'autre grosse fédération, et puis l'année dernière, voilà, on va en Finlande et on bat le challenger numéro 1, le finaliste des derniers championnats d'Europe, avec l'équipe d'Autriche, qui est un championnat que je connais très bien. Et voilà, c'est une consécration pour toute une génération de joueurs. En tout cas, Anthony, Sébastien et le deuxième Anthony qui vont passer, sont tous passés par les couleurs nationales, ont tous joué pour le maillot français. C'est très important de le souligner parce que ça prouve leur attachement à ce qu'on fait en France. Un championnat dur au démarrage parce que le camp a été mouvementé, mais finalement c'est dans ces moments-là qu'on fait les plus beaux scores, et donc voilà, on bat l'Autriche et on se place sportivement comme étant la meilleure nation européenne. Ça y est, maintenant ça va être dur toujours le plus compliqué, c'est jamais forcément d'aller gagner, c'est de pouvoir rester sur le trône. Ah oui. Donc on démarre une nouvelle formule en fait à partir de l'année prochaine. On va jouer sous un format compétition de club en fait, où l'équipe de France va enfin revenir jouer en France au moins une fois par an. Voilà, on aura 2 matchs par an, un à l'extérieur et un à domicile, donc ce sera l'occasion pour tous nos licenciés et puis pour les fans de la NFL de découvrir ce qui se fait de mieux en France avec notre équipe tricolore. Génial. On a déjà un peu des idées de quand on aura ce match en 2019 ou pas du tout? On est sur une première année, on est dans une poule de qualification dans laquelle devrait se retrouver, je dis bien devrait se retrouver, l'Angleterre et la Suisse. Okay. Pour une première année, on retrouvera dans le groupe A effectivement l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, la Finlande en deuxième année. Grosse nation européenne. Voilà. Et on va essayer de jouer aux horizons du mois de décembre 2019. Mais bon, voilà, on attend encore quelques informations essentielles de la Fédération internationale. C'est normal. Pierre, merci du coup pour ce petit tour d'actualité sur le championnat français qui, c'est vrai qu'en ce jour du Super Bowl, il faut aussi penser un peu à ce qui se fait chez nous avant de traverser l'Atlantique. On va quand même traverser l'Atlantique si tu es d'accord. Toujours avec des joueurs français. Voilà, exactement. Je leur laisse la place. On va d'abord faire, Lucas et moi, un petit tour de préview du Super Bowl après le jingle. Pour ce petit tour d'horizon français, on va regarder un petit peu avant de commencer, rappeler les forces en présence du match de ce soir qui, je le rappelle, excusez-moi, opposera les Patriots de New England et les Rams de Los Angeles. Comment ces deux équipes sont arrivées là? Lucas, si tu es d'accord, on va juste resituer un peu, refaire un petit retour sur la saison de ces deux-là. On commence par l'AFC. Je ne sais plus qui est à domicile ou à l'extérieur cette année. Ouais. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ça change rien, mais bon, on va commencer par l'AFC. Les Patriots. De New England, qui ont fait une saison moyenne, enfin relativement par rapport à ce qu'ils font. Qui ont commencé moyennement, comme on disait,
Ils ont fait 2 victoires, 2 défaites sur les 4 premiers matchs, ce qui est assez surprenant pour eux. Et puis ensuite, ils ont enchaîné avec pas mal de victoires. Ils sortaient d'un Super Bowl perdu face aux Eagles, ce qui avait un peu surpris comme résultat en tout cas. Avec aussi pas mal de rumeurs dans le groupe, comme quoi Tom Brady et Bill Belichick étaient plus trop en odeur de sainteté tous les deux, s'entendaient plus très bien. Est-ce que Gronkowski n'a pas failli être tradé aussi? Il n'y avait pas cette histoire? Il a failli être tradé. D'abord, il a failli aussi prendre sa retraite. On disait que le Super Bowl contre les Eagles, c'était son dernier match. Il a failli être tradé. Ça a beaucoup bougé aussi à l'intersaison. Malcolm Butler qui est parti, on se rappelle de cette histoire au Super Bowl l'année dernière où il n'a pas joué du tout. Ça a été mouvementé. Et on sait, presque comme tous les ans, on s'est demandé si ce n'était pas la dernière année des Patriots ou si ce n'était pas l'année où les Patriots allaient pas atteindre la finale ou pas atteindre le Super Bowl. Et finalement, ils y sont. Le milieu de saison a été particulièrement bon pour les Patriots. En défense notamment. La défense fait un énorme réveil au milieu de saison pour remettre cette équipe dans le bain et relancer un peu la dynamique. Il y a eu Josh Gordon, le receveur qui est passé, qui a eu des super chiffres pourtant et qui a été un peu rattrapé par ses anciens démons à l'addiction à plein de choses pas très bonnes pour le sport. Oui, parce que les Patriots ont eu pas mal de problèmes au poste de receveur. C'est vrai. Début de l'année, Edelman était suspendu pour 4 matchs. On se disait que Brady avait plus vraiment de cible. Gronkowski a une année un peu moyenne aussi au début de saison. Hogan ne fait pas un super début de saison non plus. Voilà. Donc ils sont allés chercher Josh Gordon. Ça a fonctionné pendant pas mal de temps. Ça a très bien fonctionné même. Et puis oui, il y a eu ce problème là. Maintenant, il est dans un hôpital psychiatrique encore. Je lisais qu'il allait regarder ce Super Bowl dans un hôpital psychiatrique en Floride. Que ça allait mieux pour lui. Et il y a des rumeurs comme quoi les Patriots voudraient garder. Ah ouais? Pour l'année prochaine. Alors on va voir. Je pense qu'ils ne pensent pas à ça tout de suite aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, ça a été une moitié de réussite. Bah oui, en tout cas, quand il était là, ça a bien marché. On se disait que c'était un bon environnement pour un joueur comme lui. Il y a eu la révélation Sonny Michel quand même, qui est le nouveau coureur à la mode chez les Patriots. On sait qu'ils aiment bien tous les ans sortir un peu un nouveau coureur parmi un comité de 2 voire 3 parfois. Cette année, c'est quand même lui, notamment en playoff. Chez ses stats sur la saison, il fait 209 portées, 931 yards, 6 touchdowns. C'est pas énorme, mais en fait, tu te rends compte que ça fait 4,5 yards en moyenne par portée. C'est un avaleur de première tentative. C'est-à-dire que quand tu es un peu dans le besoin, tu lui donnes le ballon, tu sais que tu vas pouvoir aller la chercher. Oui, et puis c'est un joueur qu'ils ont drafté au premier tour l'année dernière. De Georgia, c'est pas forcément courant pour les Patriots de drafter quelqu'un au premier tour. Il fonctionne surtout avec un comité, comme tu le disais, et du coup il a été un petit peu blessé au début de la saison et il est très bien revenu dans le milieu et la fin de saison pour devenir le coureur principal, en tout cas celui qui porte le plus le ballon. On sait qu'il y a James White, mais qui est aussi plus une menace dans les airs. Rex Burkhead aussi. Donc voilà, c'est vrai que ça a été le coureur principal de cette équipe. Et que ce soit en fin de saison ou en play-off, il démontre que c'est un très bon joueur. Les playoffs, justement, les Patriots, ils sont arrivés en 2e position en AFC, donc ils avaient un tour de repos. Leur premier match était face aux Chargers. On attendait un match un peu serré parce que les Chargers sortent d'une saison qui est exceptionnellement bonne quand on regarde leur saison passée. Ils battent les Ravens avec la manière avant. On se dit qu'il y a match et en fait, ils sont écrasés dès le début, notamment par le jeu au sol aussi de Sonny Michel et par Tom Brady qui découpe cette défense qui avait prouvé qu'elle n'était pas si mauvaise. Donc ça, massacre en règle. Ah oui, dès les 3 premiers drives, il y a eu 3 touchdowns. Le premier drive, je crois qu'il dure plus de 7 minutes. D'ailleurs, on en parlera peut-être pour le Super Bowl, mais c'est une des clés. Le premier drive a duré plus de 7 minutes, ce qui est énorme. La moitié du carton avec la balle, pour commencer déjà avec 7-0. C'est beaucoup. Et puis après, ils ont déroulé jusqu'à la mi-temps. Ils se sont un petit peu relâchés en deuxième mi-temps. Mais les points marqués par les Chargers en deuxième moitié de mi-temps, de match, ne sont pas représentatifs parce que les Patriots avaient levé le pied. Oui, c'était plié déjà. Presque même au bout de 4 drives, c'était plié. Les Chargers ont fait des erreurs qui sont presque qui un peu relâchés dès le début alors qu'ils avaient enfin réussi à les arrêter. Contre les Patriots, c'est trop d'erreurs. Bien sûr. Il faut quasiment faire le match parfait pour battre les Patriots en playoff, surtout à Foxborough chez les Patriots. Donc ouais, ça a été rapide. C'est ça. Et finale de conférence face aux Chiefs, un super match qui va en prolongation où les Chiefs commencent par dominer puis se font petit à petit revenir. Brady qui fait pas un super début de match, qui est pas trop sollicité en début de match, c'est beaucoup notamment le jeu au sol avec Sonny Michel et qui dans le 3e quart-temps et le 4e se réveille et commence à trouver des 3e tentatives incroyables pour Edelman et Gronkowski. Et là on a vu le vrai Tom Brady entre guillemets. Puis là tu parlais du match face aux Chargers, on se disait que les Chargers pouvaient embêter les Patriots. On s'est dit pareil pour les Chiefs parce que c'était
c'était à l'extérieur, c'était à Kansas City. On s'est dit que Brady à l'extérieur, c'est pas forcément en playoff, c'est pas forcément une assurance touriste. En tout cas, c'est ce qu'on se disait. Et puis pareil, ça a commencé très fort là aussi, un drive de 8 minutes, je crois, en finale pour commencer le match. Ça les a mis très bien dès le début. Ils ont fait une super première mi-temps. Pat Mahomes est revenu en deuxième mi-temps un peu mieux pour recoller au score, et puis après il y a eu cette prolongation où là, pareil, on a l'impression que face aux Patriots, en prolongation, ça se joue si t'as pas le ballon au début, c'est fini. Ça se joue au tirage au sort, ça c'est clair. S'il gagne le ballon d'entrée, et on l'a vu, pas mal de troisième tentatives sur Edelman, sur Gronkowski en prolongation. Encore, ouais. La machine était en route et il y avait quasiment rien à faire pour les arrêter, et c'est un nouveau Super Bowl. Et la machine est à Atlanta ce soir face aux Rams. Les Rams qui font une saison un peu meilleure sur le papier, 13 victoires, 3 défaites. On n'a pas dit les Patriots, c'est 11 victoires, 5 défaites. Ce qui est pas très bien pour les Non, pour les mais Patriots. en AFC, ça suffit pour avoir la deuxième place. Bon, les Rams 13 victoires, 3 défaites, qui commencent bien, qui se font stopper par les Saints en semaine 9, 49-35. Le score est flatteur pour les Rams, honnêtement, parce que les Saints sont ultra dominés dans ce match. Et on a vu des Rams complètement arrêtés, manque de moyens. Todd Gurley bien stoppé, et ça on va y revenir aussi, mais c'est une clé du match. Donc ça c'est le premier coup d'arrêt. Derrière ils se relancent, ils font un super match face aux Chiefs. Et on espérait un peu tous que ce soit la finale, l'affiche du Super Bowl, ça aurait été superbe. 54-51 dans ce match-là, avec des touchdowns qui pleuvent de partout jusqu'à la fin du match. Le match de la saison, on peut le dire, même si les amateurs de défense ont un peu tiqué sur ce match, mais c'était un très bon match en tout cas. Il y a eu beaucoup de touchdowns, beaucoup de suspense jusqu'au bout. Mais c'est vrai que les Rams, ils ont très bien commencé, comme tu disais, 9 victoires, 8 victoires d'affilée, pour arriver jusqu'à la semaine 9 invaincus, ce qui est déjà très fort. Après ce gros match contre les Saints, tu le disais, la première mi-temps, pareil, a été un peu difficile pour les Rams. Ils se sont bien remis d'aplomb. Et puis après, ça a été en décembre. En décembre, ils ont eu un petit coup de mou, une défaite contre Chicago avec peu de points. Philadelphie qui jouait les playoffs, qui les a battus. On s'est posé des questions. L'attaque était un petit peu plus en dedans. Ils avaient perdu Cooper Kupp, qui était une grosse cible pour Jared Goff. Todd Gurley était un peu moins bien, un peu blessé. Ils ont été obligés de... Il a manqué un match ou deux en fin de saison. Ils ont été obligés de récupérer CJ Anderson, qui avait été champion avec les Broncos. Qui est un bon ajout d'ailleurs, si on voit ce qu'il fait sur les playoffs. Qui est un très bon ajout. Peut-être même que s'ils vont pas le chercher, ils sont pas là où ils sont aujourd'hui. Parce qu'il les a vraiment sortis de la mouise à quelques matchs. Face aux Cowboys notamment, il est très régulier. Alors ils n'étaient pas en danger sur ce match de playoffs, mais c'est lui qui les fait bien avancer. Oui, et voilà. Donc après, une fois arrivés les playoffs, ils ont pu profiter aussi d'une semaine de repos, et on se demandait si l'attaque allait se remettre d'aplomb avec Sean McVay derrière, et puis finalement ça s'est bien passé. Ça va. Et ils ont battu les Cowboys donc au Divisional Round. Et ensuite il y a eu cette finale aussi de NFC, magnifique aussi, avec beaucoup de discussions, mais en tout cas un très haut niveau de jeu, que ce soit de l'attaque et de la défense, parce que la défense des Rams n'a pas non plus été exceptionnelle toute la saison. J'allais te demander justement, il y a plein de joueurs dans cette équipe qui sont un peu des All-Stars. Dante Fowler, Marcus Peters, Ndamukong Kongsu. Ces trois-là, il y en a d'autres, mais on les a pas trop vus. Il y a Aaron Donald qui a explosé, lui, qui est vraiment la proue du navire, qui a d'ailleurs été récompensé, on en parlera à la fin de l'émission au NFL Honors. Mais les autres ont mis du temps à se mettre en place. Finalement en play-off un peu, mais c'est pas la défense qui les a amenés là où ils sont. Non, alors qu'à l'intersaison, ils avaient fait beaucoup de mouvements pour renforcer cette défense. Je parlais de Marcus Peters qui avait été tradé pour venir aux Rams. Il n'a pas fait une super saison, en tout cas pas un très bon début de saison. Il y a Hakim Talib aussi qui est arrivé, qui lui a été plutôt gêné par les blessures, parce que quand il était sur le terrain, il a été plutôt bon, voire très bon. Voilà, Aaron Donald fait une super saison. À côté de lui, Ndamukong Kongsu n'a pas été exceptionnel non plus au début de saison. Il revient très bien là sur cette fin de saison. Ils sont allés chercher Dante Fowler pour un trade durant la saison, qui a été un très bel ajout. Il y avait Michael Brokers aussi dans cette défense. Ils ont une super défense. Ils ont presque quasiment que des joueurs qui ont été draftés au premier tour, que ce soit par les Rams ou par les autres équipes. C'est presque une défense de All-Star. Et ils ont un super coordinateur défensif en la personne de Wade Phillips. J'avais Phillips en tête, mais j'avais plus son prénom. Wade Phillips, on en parlera pour justement cet affrontement, mais Wade Phillips qui a l'habitude de faire mal à l'attaque des Patriots. C'est vrai. Et de Josh McDaniels et de Tom Brady. C'est lui qui les avait éliminés. Il était à la tête de la défense des Broncos l'année où ils gagnent le titre. Il gagne le Super Bowl, ouais. Donc, c'est pas lui qui les élimine pas aussi l'année où les Broncos perdent face aux Seahawks? C'est possible. Il était peut-être pas déjà années avant, je sais pas. Il était peut-être pas déjà là. Je sais plus. Bon. Mais en tout cas, c'était lui en 2015 qui menait cette défense avec Von Miller et tous ces joueurs-là qui ont fait beaucoup de mal. Lanny Trevathan. Il y avait Aqib Talib d'ailleurs. Il y avait Aqib Talib qui est passé
chez les Broncos et ensuite qui est allé chez les Patriots. Donc voilà, il a peut-être le numéro, comme on dit, de Josh McDaniels. On va voir, mais on en parlera dans son jeu. Voilà, on en parlera peut-être après quand on parlera de cet affrontement. On va justement faire un petit point sur les clés du match de ce soir. Moi, j'en ai noté 4, un peu essentiels, un peu faciles à repérer, on va dire. Le premier, c'est Todd Gurley. Todd Gurley, on l'a dit, quand il va moins bien, les Rams vont moins bien en attaque. Il a eu une fin de saison un peu compliquée, les playoffs ça allait un peu mieux. C'est clairement un facteur X pour l'attaque des Rams. S'il est bien et s'il se fait pas trop arrêter par la défense des Patriots, il peut apporter un truc sur ce match. Oui, c'est le facteur X de ce match. En tout cas du côté des Rams, il faut voir comment il va être. Lors de la finale de conférence contre New Orleans, il a très peu joué. Alors on s'est tous dit que c'était à cause de blessures. Les Rams ont dit qu'il était très en forme et que c'était simplement un choix du coach. Ça, ce qui est peut-être plus inquiétant, même si c'était vrai, parce que Todd Gurley, c'est quand même c'est le joueur offensif de l'année dernière. C'est un des meilleurs running backs de la ligue. Voilà, il faut voir comment il est physiquement et comment il arrive à déjouer cette défense des Patriots. Parce qu'il peut faire beaucoup de différences. Ça va commencer à être très difficile pour New England de stopper le jeu de course avec Todd Gurley. Si en plus il faut après penser au jeu de passe avec Jared Goff qui fait des bons playoffs, Brandon Cooks que la défense des Patriots connaissent bien. Donc ouais, Todd Gurley. Même en sortie de backfield, Todd Gurley qui peut être efficace. Hein. Voilà, c'est la double menace. Parce que CJ Anderson n'est pas forcément, en tout cas moins Todd Gurley. Oui. Et du coup, voilà, Todd Gurley, s'il fait un très bon match, il y a des chances en tout cas que les Rams marquent beaucoup de points. Oui, ce qui peut être un bon élément. Ce qui peut aider pour gagner un match, souvent, si on marque beaucoup de points. On est d'accord. Toujours chez les Rams, il y a le run-stop qui va être essentiel aussi. On a parlé de Sonny Michel. Le jeu de course des Patriots qui sert beaucoup depuis le début des playoffs à libérer un peu Tom Brady de ses obligations et à n'être là que dans les moments hyper importants. Si tout de suite ils arrivent à arrêter le jeu au sol, est-ce que ça peut forcer Brady à jouer et est-ce que du coup ça peut le forcer à l'erreur aussi peut-être un peu. Oui, très clairement. Surtout que si de l'autre côté ils marquent des points, les Patriots vont être obligés de marquer des points derrière et donc d'aller vite ou en tout cas de recoller au score rapidement. Et le jeu au sol, c'est pas forcément ce qui permet de recoller au score rapidement. Donc c'est vrai que ça va être très important. Surtout que depuis le début des playoffs, les Patriots, ils courent autant qu'ils passent quasiment. Je crois qu'ils sont à 80 courses sur 2 matchs pour 90 passes, ce qui est très équilibré, oui. Ce qui est assez rare quand on a Tom Brady dans son équipe. Ça. Mais ça va être très important. Surtout, on parlait du premier drive. Surtout si le premier drive, si c'est New England qui a le ballon, moi si j'étais Sean McVay, je ne ferais pas la même erreur qu'a fait Andy Reid il y a 2 semaines. C'est-à-dire que si je gagne le tirage au sort, je garde la balle, je la donne pas aux Patriots d'entrée, mais apparemment à Kansas City, c'est pas ce qu'on a fait il y a 2 semaines. Andy Reid a toujours été un peu étonnant sur certains choix de coaching. Hein. Voilà. Donc du coup, je garderai la balle et parce que les Patriots, ils font des longs drives et c'est aussi ça qui va être une clé, c'est que il y a beaucoup de snaps. Ils font beaucoup de snaps. Ils jouent beaucoup de jeux, les Patriots. Ils vont souvent en 3e. Voilà. Et ils fatiguent beaucoup la défense. Et en fin de match, ça joue beaucoup. On se rappelle d'Atlanta, c'est aussi comme ça qu'ils gagnent ce Super Bowl. Ils jouent beaucoup de snaps, quasiment le double de snaps que des Falcons il y a 2 ans, ce qui fatigue la défense. Contre Kansas City, ça a été exactement la même chose. La défense a pris le bouillon d'entrée. Ils sont bien revenus après, au milieu du match, mais en deuxième mi-temps et en prolongation, ça a été très compliqué pour eux parce qu'il y a la fatigue. Il y a beaucoup de fatigue. Et le jeu au sol permet ça, permet de manger le chrono, permet de garder la balle, d'avancer petit à petit et de faire beaucoup de jeux. Ça marche si on est devant. Si on est derrière, c'est plus compliqué, mais ça va être important. Après, Belichick, c'est pas le genre de mec à renier son plan de jeu en fonction du score. Il est capable, même un peu mené, de dire c'est pas grave, on enchaîne au sol et on essaye de les épuiser. Oui, c'est vrai, avec Josh McDaniels, ils ont un plan de jeu, ils dévient rarement, ils font des adaptations, ils font des ajustements, mais c'est vrai qu'ils ont souvent un plan de jeu et souvent ils marchent. Après, ils ont rarement à le changer parce que souvent il marche. Oui, c'est vrai. Donc on verra. Et tu l'as dit, très bon point. Le début de match, le premier drive, si les Patriots ont le ballon, c'est un peu la clé aussi. À voir si les Rams arrivent à faire aussi. Alors c'est un peu moins leur identité de jeu, mais de garder un peu la balle. Parce qu'avec CJ Anderson peut-être, de manger le chrono, d'épuiser la défense. Le premier drive, en fait, quel qu'il soit, par quelle équipe qu'il soit joué, peut être un bon baromètre de ce match-là. Oui. Il donne beaucoup d'indications et imaginons que les Patriots fassent le même drive que contre les Chiefs ou contre les Chargers avec 7-8 minutes. Ça met un gros coup au moral. Vous imaginez défendre pendant la moitié du quart-temps
sur un seul drive, sur une seule série offensive. C'est énorme, quoi. c'est beaucoup, tu sors pas. Surtout que les Patriots ont tendance, sans forcément jouer no huddle, à jouer vite, avec simplement un mot, 2 mots pour mettre à mal la défense, pour l'empêcher de faire des changements. Donc ça peut être compliqué pour les Rams. Pareil, s'ils ont le ballon, comme tu disais, ils ont une attaque un peu plus verticale, plus rapide. Donc à voir s'ils arrivent à garder le ballon un peu plus longtemps. C'est pas forcément leur jeu à eux. C'est pas forcément ce qu'ils vont chercher. À mon avis, ils vont chercher à mettre des points beaucoup rapidement. Mais le début de match sera très important. Et enfin, dernier point, j'ai marqué Tom Brady et la pression, parce que c'est vrai que c'est souvent un des éléments qu'on pointe du doigt, qui peut être le petit grain de sable qui fait dérégler la machine Tom Brady et Patriots, c'est s'il a la pression sur lui. On a vu les Super Bowls qui perdent face aux Giants, c'est souvent parce qu'il y a une très bonne défense en face. Est-ce que là, Aaron Donald peut être la clé côté Rams pour aller chatouiller Tom Brady? Pour moi, c'est la première clé. On parlait de Todd Gurley, mais pour moi, c'est la première clé. C'est ici que ça va se passer. Alors, c'est peut-être pas ce qui est le plus sexy à voir, la bataille des tranchées, mais pour moi, c'est là que ça va se passer. La ligne offensive des Patriots est très très bonne depuis le début de la saison, en tout cas depuis le début des playoffs. 0 sac pour Tom Brady. Il a même posté une photo de son maillot à la fin de la finale qui était immaculé, presque. Voilà. Ça montre qu'il n'a pas eu beaucoup de pression, voire pas du tout. Quand il n'en a pas, il peut découper les défenses. C'est très facile pour lui. Et comme tu le disais, à l'inverse, s'il a beaucoup de pression, il est moins bien. Il est moins bien. Alors ça reste Tom Brady, mais c'est plus difficile pour lui. C'est pas un Patrick Mahomes qui est capable de courir et de lancer sous le coude entre deux joueurs. Bon, il est un peu moins à l'aise dans cette situation. Voilà, mais c'est vrai que cette ligne offensive des Patriots, pour l'instant, elle fait un job énorme. Je lisais les stats. Toute la ligne offensive, elle vaut pour 15 millions de dollars dans le cap space des Patriots. C'est des 5e, 6e tours à chaque fois. Pour donner une idée, c'est Russell Okung. Voilà, Russell Okung, c'est égal à la ligne offensive des Patriots, ce qui est énorme quand on voit le travail qu'ils font. Avec c'est aussi beaucoup dû au coach de ligne offensive qui est revenu cette année à New England, qui a décidé de revenir aussi l'année prochaine. C'est là que ça va se jouer, parce qu'avec Donald en face, Ndamukong Suh, bien sûr, qui vont mettre beaucoup de pression à l'intérieur. Fowler aussi. Et c'est là, avec Fowler sur les extérieurs, mais c'est surtout à l'intérieur qu'il faudra regarder. Brady n'aime pas trop quand la pression vient de l'intérieur. À l'extérieur, il gère un petit peu mieux, même si on l'avait vu avec Von Miller, ça avait été compliqué en 2015. Mais à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. Ça reste un Brady. Je pense que les Patriots s'y attendent, mais je pense que là, la clé du match, elle est là. Lucas, c'est l'heure de te mouiller. Ton pronostic pour le Super Bowl? Il faut en donner un. Alors, je vais te donner les Patriots. Je les vois mal perdre 2 années d'affilée, avec beaucoup de points. Je vois beaucoup de points. Dans les trentaines, allez, j'ai donné sur le site 33-27. Je vais rester 33-27 pour les Patriots. Ok. Avec un match serré et offensif. On espère. Moi, je vais y aller avec les Patriots aussi. Moi, je mets même plus 10 pour les Patriots, tu vois, en termes de score. Parce que, pour toutes les raisons que tu as dit, la capacité à garder le chrono, à avancer au jeu au sol régulièrement. Et puis, avec Tom Brady, que j'imagine comme toi, pas perdre un 2e Super Bowl d'affilée, pour moi, ce serait une espèce d'anomalie, en fait, dans la matrice. Tu as un bug. Tom Brady, il n'est pas fait pour perdre 2 Super Bowls, c'est pas possible. Donc, voilà, il y a plein d'éléments qui vont en leur faveur. Maintenant, voilà, les Rams sont pas non plus ridicules et on espère en tout cas un match serré. Voilà pour notre petite preview du Super Bowl et du match de ce soir. On va tout de suite passer, nous, à notre première interview avec notre premier joueur de foot américain, tout de suite après le jiggle. Anthony, bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, Anthony Maungu, on rappelle un tout petit peu, vous êtes passé par les Eagles de Philadelphie. Alors d'abord la fac de Purdue. Vous avez je vois le logo là, c'est ça. La fac de Purdue pendant 4 ans. 3 ans. Et ensuite une pré-saison avec les Eagles de Philadelphie en tant qu'agent non drafté, c'est ça? C'est ça. Et qui sont d'ailleurs encore champions au titre, les Eagles. Si, c'est vrai. Ils sont pas fait en titre, ouais. Jusqu'à demain matin. Anthony, on aimerait d'abord savoir où est-ce que vous en êtes sportivement. Comment ça se passe pour vous? Où est-ce que vous entraînez? Est-ce que vous entraînez? Est-ce que on va vous revoir sur les terrains dans les jours, semaines, mois prochains? Alors moi j'ai pris ma retraite sportive. Ok. Non, je fais techniquement je suis NFL free agent. Ok.
Je m'entraîne dans une salle qui s'appelle le Labo près de Saint-Lazare avec mon préparateur physique qui s'appelle Steve de Laval. Et puis en même temps, j'essaie de m'investir au maximum dans le football américain en France. Je coach les U19 au Flash de la Courneuve, ainsi que je suis intervenant avec la Ligue francilienne de football américain. Ok. Et alors sur le terrain, du coup, on a prévu de reprendre les crampons ou pas? C'est un objectif? C'est pas reprendre les crampons ils sont toujours à mes pieds. C'est juste une question de temps. Ok. On appelle. On attend le bon appel. Ouais. Est-ce que vous avez un peu suivi la saison de NFL du coup régulière depuis ici? Vous étiez en France ou vous étiez aux États-Unis? J'ai fait une petite pause NFL, on va dire, après m'être fait couper par Philadelphie. Ok. Mais j'étais encore aux États-Unis, je suis revenu en France début novembre. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'y remettre et bien suivre la fin de saison et les playoffs. Ok. Et alors, quel est votre meilleur souvenir de la saison, on va dire? Alors, meilleur souvenir de la saison en soi, moi j'en ai pas, mais personnellement c'était plus la pré-saison. Bah oui. Voilà. J'ai eu la chance de déjà mon premier match contre les Steelers. C'est un peu un coup du sort parce que voilà, c'est une équipe qui est en noir et jaune, hein, et c'est une petite représentation du Flash de la Courneuve qui est aussi noir et jaune. C'est une occasion aussi pour moi de jouer contre un pote à moi avec qui je m'étais entraîné à Los Angeles, Juju Smith, receveur numéro 19 des Steelers. Deuxième match de pré-saison, de rencontrer The GOAT. Les Patriots. Tom Brady d'abord, parlons de Tom Brady. Non, déjà de le voir live en fait, c'est juste, je risque de peut-être choquer certaines personnes, mais ouais, c'est the greatest of all time, pour ma part en tout cas. Moi ça me choque pas, moi. Et puis sinon, c'était aussi l'occasion pour moi de voir un ami avec qui j'ai joué à la fac de Purdue qui s'était fait drafter par les Patriots, qui d'ailleurs était un titulaire contre nous, qui avait gagné sa place de titulaire en tant que rookie, mais qui s'est malheureusement blessé au bras. Mais je le vois souvent sur la sideline encourager les Patriots à chaque match, donc ça m'a fait plaisir. De qu'est-ce qu'il s'agit? Juwan Bentley, c'est un linebacker numéro 51. Chez les Patriots. Chez les Patriots. Okay. Ouais. Et alors ça fait quoi de voir Tom Brady lancer en vrai? C'est incroyable. En fait, on essaye de pas se focaliser dessus pendant le match. C'est surtout lors du warm-up en fait. Moi, je sais être concentré dans ma bulle, mais il faut aussi savoir apprécier le moment et se dire voilà, faut savoir être reconnaissant de chaque moment, chaque opportunité qu'on a. Et voilà, c'est vrai qu'il y a un moment, je me suis posé, j'ai regardé Tom Brady faire son petit truc, Edelman, et voilà, c'est un moment unique. Voilà, c'est un moment unique. Et puis après, dans le match, là, on est focalisé sur ce qu'on a à faire et surtout se préparer mentalement pour l'opportunité, parce que la pré-saison, c'est l'occasion de se montrer, de gagner une place. Et c'était qui le quarterback qui lançait pour vous en pré-saison? C'était Nick Foles? Nick Foles avait joué un peu? Alors, c'était Nick Foles et Nate Sudfeld. Ouais. Et on avait un autre quarterback, Callan. Ouais. J'avoue que je connais pas par cœur tous les en rosters gros, on avait essayé de sauvegarder un petit peu Carson Wentz, puisque voilà, il revenait il a repris qu'après, lui. de blessure. Il avait manqué les OTAs, avait commencé à reprendre uniquement la deuxième semaine des training camp. Et non, c'était surtout Nick Foles et Nate pour ma part. Puis voilà, c'est vraiment les trois d'excellents quarterbacks. Et au niveau des receveurs, ta position, votre position, il y a des joueurs qui vous ont impressionné, que ce soit des joueurs avec qui vous avez joué ou des joueurs que vous avez affrontés durant ces training camps. Il y a des joueurs qui vous ont vraiment ébloui ou pas particulièrement? À ma position. Hein. Ouais, Edelman notamment. Enfin, moi c'est le premier qui me vient en tête, mais pareil, vous dites tout à l'heure, on voit Tom Brady, on voit Edelman. Non, Edelman, c'est un receveur de possession, un slot qui arrive à trouver l'interzone et qui est très bien utilisé par le coaching staff des Patriots. Maintenant, en parlant des receveurs de Philadelphie, s'il y a un receveur que j'ai apprécié vraiment apprendre, surtout quand il s'agit de courir les tracés, c'était le numéro 13, Nelson Agholor, qui est un excellent receveur quand tu le vois à l'entraînement. Enfin, ses tracés, ils sont crisp et il a un IQ football qui est impressionnant.
Après, c'est vrai que de temps en temps, il galère avec quelques drops en match, etc. J'y pensais un peu, j'avoue. Mais voilà, en training camp et en entraînement, tu regardes Nelson Agholor et tu te dis, ok, ce receveur-là, à ce moment précis, ouais, il est meilleur que moi, tu vois. Après, quand il s'agit de certains vétérans, non. Non, après, c'est vrai que j'aurais voulu avoir la chance de voir Ashon Jeffrey à l'entraînement. Le problème, c'était qu'en OTAs et lors du training camp, il était encore en rehab, blessure à l'épaule, il me semble. Donc c'est vrai que lui, j'ai surtout appris des tapes que je pouvais voir des anciens training camp et des matchs de la saison dernière. Et puis après, lui, il me donnait quelques conseils parce qu'il jouait un peu le rôle d'oncle. En fait, il m'appelait tout le temps nephew, etc. Ah, ça va ça. Ouais, bah, quand c'est Ashon Jeffrey qui Ouais, dit nephew, c'est t'es plutôt content. cool. Mais sinon, non, les autres vétérans, voilà, c'est des très bons receveurs. Voilà, il y a une raison qui fait qu'ils jouent en NFL. Surtout quand ce sont des vétérans qui ont joué 10 ans, il y a une raison pour ça. Mais après, voilà, je pense que je peux apprendre de tous les receveurs. Il y a toujours une partie de leur jeu qui est meilleure que moi. Mais après, voilà, Nelson Agholor, c'est celui qui m'a impressionné globalement. Ok. Sinon, C'est quoi le premier Super Bowl que vous avez vu? Est-ce que vous vous souvenez? ouais, je me souviens. C'était, si je ne me trompe pas, les Bears contre Indianapolis Colts. 2006. Ouais, avec Devin Hester qui retourne le premier kick-off Ouais. pour un touchdown. Ça, c'était le tout premier Super Bowl que Avec Peyton Manning chez les Colts. Ouais. Ouais, c'est Qui a eu son premier Super Bowl. Ouais, ça, c'était un premier Super Bowl. Et alors, du coup, j'allais vous demander, c'était quoi votre Super Bowl préféré? Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que depuis il y en a eu un autre? Oh non. Allez dire cette question. Ah bah, c'est le but, hein. Parce qu'en soi, voilà, c'est. Si vous voulez de voir Devin Hester mettre ce kick return pour un touchdown, ça m'a toujours envie d'être de kick-off returner quand j'ai commencé le football américain. Après, non, j'ai certains souvenirs de Super Bowl. Voilà, la branlée que les Seahawks avaient mis à Denver. Ah oui. Il y a le Super Bowl de Pats contre les Falcons. Où à la mi-temps, je décide d'aller dormir parce que pour moi le match était plié. Ah non, vous êtes allé dormir à la au mi-temps. final, je me réveille le lendemain avec des grands messages. Je pense que vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Non, là, c'était pas bien. Ouais, ça c'était pas Mais mal. non, je pense que je vais dire le Super Bowl de l'année dernière avec Philadelphie qui fait un bon match, qui remporte le Super Bowl. Je veux dire celui-là. Mais c'est vrai que le Super Bowl de ce soir qui nous attend, j'ai très hâte. Il a une belle affiche. Ah, très très belle affiche. Et alors justement, même question que je vais devoir poser à tout le monde, mais un petit pronostic? Alors comme je disais avec Sébastien Sejean et Anthony Dablé, je pense que c'est le Super Bowl le plus compliqué en fait. C'est-à-dire que je me vois mal choisir un gagnant en fait entre les Patriots qui ont l'expérience apparition après apparition au Super Bowl, le duo Belichick et Tom Brady, contre une équipe des Rams qui a, avec ce head coach qui est déjà considéré comme un jeune génie, Ouais. qui ont tout simplement fait une saison incroyable niveau record et qui ont des joueurs considérés comme All-Star avec le duo Talib Peters qui c'est vrai n'a pas été, je dirais qu'ils n'ont pas On les attendait peut-être un peu mieux. c'est ça, ils n'ont pas rempli le quota qu'on aurait pu placer sur eux en off-season. Mais après, ils ont une ligne incroyable, un running back hors norme et Jerry Goff avec Cooks et Woods en receveur. Donc si vous voulez, c'est très compliqué. J'ai envie de dire les Rams pour que voilà, Pour que ça change un peu. pour que ça change, mais en même temps, j'ai envie d'aller avec Tom Brady parce qu'il y a trop de jaloux. Il y a trop de jaloux. Dès que tu commences à trop ouais. gagner, les gens ils t'aiment plus et ça, je trouve que c'est pas normal. C'est vrai qu'en France, on n'aime pas trop ceux qui gagnent tout le Ah, temps. pas qu'en Bon. France aussi. C'est vrai. Ah ouais, moi je vois ici, mais bon, c'est vrai. Donc, pas de choix définitif. Non, ouais, on va dire LA boy. Allez, Los Angeles Rams pour Anthony Mangou. Merci beaucoup Anthony d'être passé avec nous. Et puis Merci beaucoup pour on cette espère, opportunité. vous revoir quand même à l'avenir sur un terrain de football américain. Ah, c'est ça mon soupe. On espère très vite en tout cas, on va guetter ça avec attention. Merci Et beaucoup. nous, on va passer tout de suite à notre top et flop de la saison. Merci. Merci.
Alors Lucas, on va refaire un petit point sur ce qu'on a retenu, ce qu'on a préféré de la saison, ce qu'on a aimé, pas aimé. Nous, c'est un truc qu'on aime bien faire sur Touchdown Actu, les top flops, c'est une partie immanquable de l'émission. On commence par le positif ou on finit par le positif? Allez, on peut commencer par les flops. Allez, on commence par les flops, comme ça on finit sur une bonne note. On commence par les flops. Qu'est-ce que t'as mis toi comme flop? Allez, t'as le droit à 3 maximum. Alors en flop, j'ai mis les Green Bay Packers parce que j'étais très déçu de leur saison. Ça fait 2 saisons qu'ils n'atteignent pas les playoffs. Et c'est surtout, on a l'impression que les années d'Aaron Rodgers sont presque gâchées. Bah oui. Parce que autour de lui, c'est compliqué, parce que l'organisation, c'est compliqué. Pourtant, les Green Bay, c'est considéré comme une très bonne organisation avec un très bon management. Et on a l'impression qu'il gâche un peu. Il a déjà 35 ans. On parle que de Brady et de Breeze qui ont au-dessus de 40 ans, et on se dit que Aaron Rodgers est très jeune, ou en tout cas beaucoup plus jeune, mais il a déjà 35 ans, ce qui laisse pas non plus énormément d'années. Non, et puis il a pris un peu plus de coups que Breeze et Brady. Il est souvent blessé, il a qu'un Super Bowl, c'est déjà bien, mais on aimerait le voir avec plus de titres, en tout cas plus de matchs en playoff, de gros matchs en playoff. Parce qu'on sait qu'il peut faire des choses exceptionnelles, et à chaque fois qu'il y est en plus, c'est souvent exceptionnel, que ça gagne ou que ça perde. Donc je dirais les Packers qui ont viré leur coach au milieu de l'année et qui ont récupéré Matt LaFleur. Voilà, on se demande qu'est-ce que ça va être. On a l'impression que tout le monde cherche le nouveau Sean McVay. C'est ça, ouais. On se demande ce que ça va être, mais voilà, c'était un de mes flops. Je suis assez d'accord avec toi, et mon premier flop est similaire au tien, puisque mon flop est plus général. Moi, c'est la NFC Nord. J'attendais énormément de cette division, avec les Vikings qui avaient recruté Cousins, avec, tu l'as dit, les Packers qui sont toujours au top, les Lions, on sait jamais vraiment si un jour ou l'autre ça va finir par payer. Il y a les Bears qui s'en sont bien sortis, très bien sortis même, mais moi je suis déçu par le niveau global. J'attendais vraiment une compétition serrée, et finalement il n'y a vraiment que Chicago qui a su s'élever là-dedans, qui sont champions incontestables, et tant mieux. Mais bon, un peu déçu, j'avoue, par cette division NFC Nord. C'est vrai. Est-ce que tu as un autre flop? Oui, j'ai un autre flop, Le'Veon Bell. Ah, Le'Veon Bell. On l'a presque oublié. Cas difficile. Oui. Alors, pas forcément son choix de ne pas jouer, c'est pas ça que je critique, je ne me permettrai pas, mais le fait qu'on ne l'ait pas vu cette année, tout simplement. C'est l'un des meilleurs running backs de la NFL. Il est surtout hyper excitant à avoir joué, très spectaculaire. Et c'est dommage, je regrette qu'on ne l'ait pas vu jouer cette année. Ouais. D'ailleurs, je pense que les Steelers aussi, ils n'ont pas fait les playoffs, et je pense qu'ils auraient bien utilisé Le'Veon Bell. En tout cas, ils auraient bien aimé l'avoir. Donc voilà, il a décidé de ne pas jouer, c'est son choix. Mais pour nous, en tant que spectateurs, c'est dommage de ne pas l'avoir vu jouer. On espère qu'on le verra cette année, enfin en tout cas l'année qui arrive. C'est pas sûr. Non. Mais voilà, c'était un peu un flop de ne pas avoir vu ce joueur évoluer cette année. C'est un flop pour les fans de NFL, c'est vrai. On aime bien voir ce joueur qui est très impressionnant dans son style un peu d'aéroglisseur, à se faufiler au milieu des défenseurs. Moi, c'est un autre flop. Alors ça va être un peu sévère sur le papier, mais moi c'est les blessés à Washington. C'est vrai que Darius Guice, le coureur rookie qu'on attendait beaucoup de voir, qui se blesse avant la saison, Alex Smith, qui est un bon quarterback pour cette équipe, qui se blesse aussi et qui est toujours pas sûr de jouer l'an prochain, tellement sa blessure a l'air compliquée. Voilà, c'est pas leur faute, c'est sûr, ça fait partie du sport, mais moi j'étais un peu déçu de voir cette équipe plombée rapidement par les blessures, alors qu'on leur promettait une saison sympa. Voilà, c'est toujours triste aussi de voir des bons joueurs se blesser. Dans le même genre, on peut aussi penser à Jimmy Garoppolo du côté de San Francisco, qui avait fait une très bonne série de 6 victoires en fin de saison dernière quand il a été nommé titulaire et qu'il a été transféré depuis New England. Voilà, bon, ça fait partie du sport, mais c'est toujours dommage pour les fans, pour les joueurs les premiers, mais pour la NFL en général, de voir ces joueurs-là se blesser. C'est vrai que quand on voit des grosses stars se blesser, c'est toujours dommage. C'est toujours dommage. D'accord. Un petit dernier pour toi? Et un dernier, je vais dire les Jaguars de Jacksonville, finalistes de conférence l'année dernière, avec un gros match face aux Steelers en Divisional Round, un gros match face aux Patriots même s'ils perdent. Ouais, avec cette espèce de frise du cerveau quand même, juste avant la mi-temps, de pas essayer d'aller chercher les points et de s'arrêter, bon. Mais en tout cas, c'était une belle saison, on les attendait pas à ce niveau-là, sauf que cette année, on les attendait plus à ce niveau-là. Et ça a été très compliqué pour les Jaguars. Pourtant, ils commencent bien la saison, ils mettent une grosse rouste aux Patriots. C'est vrai. Dès le 2e ou 3e match. Et on se dit que ça va être un concurrent sérieux en AFC. Et au final ils finissent à 5-11, je crois. Oui. Avec Blake Bortles qui fait une très mauvaise année. Voilà, c'est
Et Léonard Fournette qui a pas beaucoup joué de mémoire. Qui a été pas mal blessé, C'est décevant, Jalen Ramsey qui faisait que l'ouvrir alors que... Il aurait bien fait de la fermer pour rester poli. Alors que surtout la défense était pas aussi dominante que l'année dernière, en tout cas pas assez constante. Voilà, ça a été décevant de voir cette équipe-là pas performer, surtout que dans la FC Sud, il y avait des belles équipes et ça aurait pu faire une belle bagarre avec les Titans, avec les Texans, les Colts. Donc voilà, c'était mon dernier flop. Je suis assez d'accord. Moi, je trouvais pas de vrai dernier flop parce que je trouvais cette saison assez sympa. Donc, je suis parti sur les maillots des Buccaneers qui sont toujours aussi laids. Voilà, c'était mon flop un peu troll, mais c'est vrai qu'ils sont quand même pas très beaux ces maillots. Il va falloir faire quelque chose du côté de Tampa. On passe au top. On finit sur une note un peu plus positive. Ton premier top de l'année, toi? Mon premier top de l'année, ça va te faire plaisir, sont les Chargers. Les Chargers, une très belle équipe qui finit à 12-4, 12 victoires, 4 défaites, qui va en playoff, qui perd un peu les pédales contre les Patriots, on en a parlé, mais qui fait une très belle saison, de très beaux matchs contre les Chiefs en saison régulière. Ils les battent une fois d'ailleurs. Ils les battent une fois, ils finissent avec le même bilan que les Chiefs. Et simplement, ils vont jouer leurs 2 matchs de playoff à l'extérieur parce qu'ils sont dans la même division et du coup, c'est le système NFL qui fait que... Ils peuvent pas avoir le deuxième seed alors qu'ils ont un meilleur bilan que les Patriots. Ils avaient un meilleur bilan que les Patriots, meilleur bilan que les Ravens lors du Wild Card Round. Donc une très belle saison, un Philip Rivers qu'on a même eu l'occasion de voir jouer à Londres. On y était tous les deux face aux Titans qui avait fait un très gros match, qui fait une très belle saison. Un peu dommage pour lui que les playoffs n'aient pas été exceptionnels, mais ils font une très belle saison. Et d'ailleurs, Anthony Lynn, on en parlera tout à l'heure, a eu pas mal de votes pour le meilleur coach de l'année. C'est vrai. Les Chargers, tu te parlais tout à l'heure des années gâchées d'Aaron Rodgers. J'irai pas jusque-là parce qu'il a quand même eu du beau monde autour de lui, Philip Rivers, mais bon, je suis un peu subjectif. N'empêche qu'il mérite un peu mieux que ses résultats aujourd'hui, son palmarès. Je pense que le joueur est meilleur que le palmarès qu'il n'a malheureusement. Mais c'est subjectif bien sûr. Tiens, du coup je vais te rejoindre sur ce top. Moi j'avais mis la FC West parce que certes les Raiders n'ont pas été très bons, les Broncos non plus, mais on a vraiment eu ce super duel entre les Chiefs et les Chargers à distance et 2 fois dans l'année qui se sont joués. Et ça a fait en tout cas... Ça, je trouvais pour les fans de ces 2 équipes-là et même pour les fans de l'AFC, ça faisait vraiment une histoire sympa à suivre et j'espère qu'ils vont être capables de réinitialiser l'exploit, de le refaire l'an prochain, de réitérer, c'était pas réinitialiser, réitérer l'exploit parce que cette AFC, elle peut être compétitive et c'est quand même mieux quand c'est dans ce sens-là. Oui, à voir ce que va faire Oakland lors de l'intersaison, ça va être un peu compliqué. On verra ce que Gruden décide de faire. Les Broncos aussi, Elway, on va voir ce qu'Elway décidera de faire, notamment au poste de quarterback. Mais en tout cas, les Chiefs et les Chargers risquent encore une fois l'année prochaine d'être de gros clients. Et cette année, c'est vrai qu'il y a eu un très beau duel entre les 2 équipes. Ton deuxième top? Mon deuxième top, ce sera les Colts pour la totalité, pour Andrew Luck qui revient et qui revient très bien, pour la draft des Colts qui a été très bonne, une ligne offensive qui a très bien protégé Andrew Luck toute la saison, alors que c'est ce qu'on leur reprochait depuis pas mal d'années. L'entraîneur aussi, Frank Reich, qui est arrivé cette année, qui a été très bon aussi. Voilà, les Colts, on ne les attendait peut-être pas à ce niveau-là. Et ils ont fait une très bonne saison jusqu'à se qualifier en play-off. Et c'est un de mes tops. Ils gagnent un match de play-off Ils gagnent un match de play-off face aux Texans qui sont dans la même division, à Houston, si je ne me trompe pas. Je crois bien. Puisque Houston gagne la division. Donc c'est une très belle saison. Et pareil, on avait l'impression que Andrew Luck commençait un peu à gâcher ses années. Voilà, là c'est une belle saison. Ça repart. Ça peut repartir en tout cas. Mon deuxième top, c'est cette fabuleuse action qu'on a appelée le Miami Miracle du match des Dolphins face aux Patriots. J'ai oublié de noter la semaine. Ça a été nommé meilleure action de l'année pendant les NFL Honors. J'ai découvert qu'il y avait un titre de meilleure action de l'année. Et c'est à 7 secondes de la fin, ils sont menés de 5 points. Et il y a une passe qui finit en passe latérale, repasse latérale, et puis une course de Kenyon Drake qui va casser les jambes de Rob Gronkowski au bout. C'était super sympa à voir en direct. Ça remettait un peu le doute chez les Patriots, donc tout le monde s'est dit peut-être. Bon, finalement les Patriots sont au Super Bowl, mais sur le moment c'était vraiment sympa et c'est la preuve qu'il faut faire des passes latérales au foot américain. Je me tue à le répéter chaque semaine. N'hésitez pas à en faire un peu plus, ça peut marcher.
Voilà, s'il y a des joueurs de NFL qui nous écoutent, voilà. C'était le conseil de Raoul. Faites des passes latérales. Ton troisième top. Ouais, moi j'avais que 2 tops. Tu avais que 2 tops, tu es quelqu'un de pessimiste. Bon, Plutôt. Heureusement que moi j'avais un troisième top. Moi, c'est 2 équipes qui ont hyper bien progressé cette année. Les Bears, on en a parlé, et les Browns. Les Browns qui ont mis du temps à se mettre dans le bon rythme. Il a fallu dégager Hugh Jackson. Derrière, on a vu que ça allait mieux. Mais ils ont trouvé un quarterback du futur, et ça, c'est quand même pas une gageure du côté de Cleveland. Donc, ça, bravo à eux. Et je suis content parce que c'est pas cool d'avoir une équipe qui est toujours nulle et toujours au fond et de laquelle on sait qu'on va la battre. Là, au moins, il y a quelque chose et ça relance un peu l'intérêt dans cette division qui, je trouve, commence à décliner un peu la FC Nord. Alors que c'est dommage, c'est une division historique avec des belles équipes. Donc, moi, je trouve que c'est sympa, ça remet un peu d'ambiance. Et les Bears, voilà, qui, on l'a dit, arrivent à 12 victoires, 4 défaites avec un Khalil Mack exceptionnel qui a été complètement snobé au NFL Honors, on va en reparler. Et qui aussi, pareil, relance un peu cette franchise historique grâce à la défense qui était aussi quelque chose de traditionnel du côté de Chicago. Donc voilà, je suis content de voir ces équipes revenir au plus haut niveau et bravo à elles ont un bel avenir qui les attend. Et nous, qu'est-ce qui nous attend? C'est notre deuxième invité du jour, mais d'abord un petit message de nos partenaires. Si vous avez écouté notre dernier podcast, c'est Sébastien Sejean. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci de revenir, c'est sympa? Ouais, c'est toujours sympa d'être ici. Hein. Bah ouais, on est pas mal ici, on est plutôt au chaud, on est à l'abri, c'est bien. Sébastien, on est très content que vous soyez là parce que, on s'en souvient, vous êtes passé par les Rams. On s'était vu au début des playoffs, on avait dit alors est-ce que les Rams ils peuvent faire quelque chose? Eh ben paf, ils sont au Super Bowl. Ces Rams-là, comment vous les voyez face à la machine que sont les Patriots? On en a parlé un peu tout à l'heure avec Lucas dans la preview. Quels sont les motifs d'espoir? Ça fait un peu ouais, c'est un peu challenger. dur, c'est un peu dur. Non, mais c'est l'idée quoi. Quels sont leurs points forts sur lesquels ils vont pouvoir appuyer face aux Patriots? Bah moi je pense qu'ils ont beaucoup d'armes au niveau du jeu au sol. Donc déjà ils ont une très bonne O-line qui ouvre les brèches pour 2 running backs, dont un qui sort, on va dire, plus ou moins d'une free agency. Il n'avait pas de club, on l'a rappelé au dernier moment. Et pourtant, c'est un joueur qui avait fait le Pro Bowl il y a quelques années. Il avait gagné le Super Bowl avec les Broncos de Denver, donc CJ Anderson. Et il y a Todd Gurley. Durant les playoffs, c'était pas un joueur vraiment juste contre les Cowboys, mais pas vraiment influent. Et on ne sait jamais, un joueur comme ça peut sortir un gros match à un moment donné. Et là, c'est le match pour lui. C'est, on va dire, comment il va être ce match-là, surtout contre une défense, contre les Patriots, même si c'est une bonne défense, mais il n'y a pas de grande star qui ressort de cette défense. Vrai. Je pense qu'au niveau du jeu à la course, c'est une équipe qui va faire très très mal ce soir. Après, au niveau défensif aussi, ils ont des très bons leaders sur la ligne défensive. Ouais. Donc, on sait souvent que tout part des lignes. Donc, je parlais au départ de la ligne offensive des Rams, mais là, je vous parle de la ligne défensive des Rams. Et je pense vraiment que ça va être le point tournant du match. C'est-à-dire qu'ils vont mettre énormément de pression sur Tom Brady. Et le fait qu'ils sont capables de passer d'un système de 43 et d'un système de 34 sur la même action, sans changer de personnel, c'est quelque chose qui va vraiment être un point culminant au niveau du match. Donc je pense vraiment que les Rams, ils ont toutes les armes pour gagner. Après, c'est surtout le problème, souvent avec les équipes qui ont moins d'expérience, c'est l'excès de confiance. Donc il faudra faire attention par rapport à ça. Et alors les lignes défensives arrière des Rams, celles où vous avez joué, vous étiez safety, comment est-ce qu'elles peuvent essayer de contrer Tom Brady? Parce que c'est quand même une menace quasi constante. Vous, si vous étiez là ce soir sur le terrain, comment vous prépareriez à jouer contre Tom Brady? Bah déjà, si je prends un parallèle par rapport à l'année dernière, Tom Brady, il avait Brandon Cooks. Maintenant, il a changé d'équipe, il est avec les Rams. Donc c'est une arme en moins qu'il a. Il faut voir aussi la production de Hogan,
qui est un peu moins par rapport aux années précédentes aussi. Donc à ce niveau-là, il a réellement uniquement soit les running backs, donc Sonny Mitchell et James White, ou Gronkowski, ou Edelman, et c'est le receveur qui est after catch, qui est capable de gagner des yards. Mis à part ça, ça va être les passes rapides. C'est-à-dire que les demi-défensifs devront mettre de la pression, devront jouer du bump and run sur les receveurs, et être capable vraiment de couvrir des fois en zone. Mais je pense qu'ils vont isoler des joueurs. Ça veut dire que ce que va faire, je pense, Wade Phillips, qui est, on va dire, un stratège au niveau de la défensive, Plutôt, ouais. et aussi avec Belichick, je pense ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont isoler Edelman dans le match pour être capable de couvrir en homme, on va dire, ils vont essayer de doubler Gronkowski. Donc je pense qu'ils vont vraiment mettre Aqib Talib sur Edelman durant le match. Donc je pense qu'au niveau des demi-défensifs, c'est ce qui va se produire ce soir. Okay. Et moi j'ai une question de l'autre côté du terrain, du côté de la défense des Patriots. Pareil sur les lignes arrière, il y a une grande question. On se demande qui Stephon Gilmore va jouer dans ce match. Brandon Cooks, Robert Woods. On sait que les Patriots ils jouent beaucoup d'homme à homme. Vous verriez Stephon Gilmore plus à l'aise sur Brandon Cooks, qui connaît bien, puisqu'ils ont joué ensemble l'année dernière, très rapide, ou sur Robert Woods, qui est plus costaud, plus physique, et on sait que c'est le genre de receveur contre qui Stephon Gilmore a plus de succès. Ouais, c'est un gros dilemme, parce qu'on le remarque au dernier match, ils ont mis 2 DB sur Brandon Cooks, et Brandon Cooks a quand même catché des balles, il a quand même fait un très gros match. Après, je pense vraiment que la clé, ça ne sera pas Woods ou ça ne sera pas Brandon Cooks, je pense que ça va être Jalen Reynolds, le joueur qui remplace Cooper Kupp. C'est lui qui risque vraiment d'être un point important sur le système offensif et surtout sur tout ce qui est les dig rights, c'est-à-dire les tracés qui sont à l'intérieur à 10 ou à 15 yards lorsqu'ils vont se retrouver en 3e et langue. Donc c'est à ce moment-là où on aura besoin de ce joueur-là. Donc je pense vraiment que la clé, ils vont peut-être doubler Brandon Cooks, ils vont peut-être mettre Fillmore sur Woods, mais il y aura des joueurs qui vont quand même être libres parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont 2 tight ends qui sont très très bons, Higbee et Everett. C'est des joueurs qu'on ne voit pas énormément, mais c'est des joueurs qui bloquent bien et c'est des joueurs qui sortent aussi. Quand disons par exemple Jeff Goff, il a des fois de la pression, c'est des tight ends qui sont capables de bloquer et après dès qu'ils remarquent qu'il y a de la pression, ils sortent et ils sont capables d'offrir une solution au quarterback. On note Reynolds alors pour ce match, un bon match de Reynolds. Ouais, ça prendra un gros match de chaque joueur, mais je pense que les joueurs qu'on n'attend pas, c'est ces joueurs-là qui devront faire un bon match. Ok. Bon, même question qu'à Anthony Mangou tout à l'heure. C'est quoi le premier Super Bowl que vous avez vu ? Ah, le premier Super Bowl, c'était avec un certain George Eddy. Effectivement. Donc la plupart des personnes. Le premier Super Bowl que j'ai vu, c'était les Broncos de Denver contre Atlanta Falcons. Donc ça remonte à très longtemps. 99 ou 98, celui-ci. Ouais, exactement. C'était le back-to-back des Broncos de Denver. Elway. Avec John Elway, Chris Chandler, Jamal Anderson comme running back, Terrell Davis, forcément. Du beau monde. Ouais, du beau monde, ouais. Et alors, depuis, votre Super Bowl préféré, c'est lequel ? Ah, il y en a beaucoup. Si je pourrais dire que je peux mettre peut-être un top 3. Allez, un top 3. Un gros top 3 ici. Dans mon top 3, je mettrais le match quand les Giants ont gagné contre les Patriots avec un stop and go de Plaxico Burress à la fin du match. Donc ça, c'est le premier, Ouais. celui de 2007 ? Ouais, exactement. Enfin, de la saison 2007, après la saison parfaite des Patriots en plus. Exactement. Après, je mettrais les Falcons contre les Pats, et quand les Pats ont fait une remontée exceptionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Je pense que ça n'a jamais été fait à ce niveau-là. Non. Et l'autre match, je mettrais bien un match aussi avec les Patriots. Et c'était un match, je ne vous mentirai pas que j'étais pour les Patriots parce qu'à cette période-ci, à cette période dans la NFL, c'était vraiment l'attaque multidimensionnelle des Rams de Saint-Louis qui dominait la ligue. Donc j'étais plus ou moins pour les Pats, sachant qu'ils avaient un quarterback que je ne connaissais pas vraiment, qui était Tom Brady, qui venait tout juste d'arriver dans la ligue. Donc ce Super Bowl-là aussi, lorsqu'il y a eu l'avènement de Tom Brady, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi avec le field goal à la fin du match de Adam Vinatieri, qui joue encore. C'est vrai, quel homme lui. Donc côté Patriots, et d'ailleurs le remake du Super Bowl, puisque ce match-là, c'est un peu la boucle qui se boucle avec Tom Brady qui retrouve les Rams, le petit jeune qui est devenu la dynastie, etc. Voilà. Alors après, moi j'aurais une petite question sur le Hall of Fame, mais peut-être qu'on va vous demander votre pronostic sur ce match. Ouais, d'abord le pronostic pour ce soir. Qu'est-ce que vous voyez ? Le pronostic, je pense que les Rams vont gagner par 3. Par 3 points, je pense. D'accord. Il va y avoir énormément de points, je pense, dans ce match-là. Mais
mais je pense que l'équipe des Patriots ne pourra pas jouer offensivement comme ils ont joué contre Kansas City. Ouais. Je pense pas. Et du coup, j'avais une petite question sur le Hall of Fame. On a vu que la classe 2019 a été annoncée hier avec Tony Gonzalez, avec des joueurs énormes. Et il y a dans cette classe un safety, une position que vous connaissez plutôt bien, Ed Reed. J'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce qui fait que ce safety-là, ça a été le meilleur safety peut-être de la décennie dans laquelle il a joué. Qu'est-ce qui fait qu'il ait été si fort? Je pense vraiment c'est pas physiquement, parce que c'est pas un joueur qui est grand, c'est pas le joueur le plus rapide, c'est pas le joueur le plus explosif. Je pense vraiment c'est son intelligence de jeu. Juste pour faire un parallèle, j'ai regardé un reportage NFL Films concernant Ed Reed, et c'est Bill Belichick qui parlait de lui. Et en fin de compte, sur certaines actions, il savait à l'avance où la balle devait être lancée s'il se trouvait à une certaine position sur le terrain. Donc, je vous donne un exemple. Il jouait une couverture 3 contre les Indianapolis Colts. C'était Peyton Manning qui était le quarterback. Et il savait d'avance que s'il allait sur la zone profonde au milieu du terrain, il savait à l'avance que Tom Brady allait lancer à l'opposé de lui. Tom Brady, excuse-moi. Peyton Manning, excusez-moi. Ouais. C'est l'habitude. Trop de Brady. Et en fin de compte, ce qu'il a fait, c'est qu'il a feinté comme s'il allait couvrir la zone profonde, mais il a quitté des yeux un moment Peyton Manning, et instinctivement, il savait que la balle allait être lancée dans son dos. Donc il s'est retourné, il a sprinté sans regarder la balle, juste en regardant le receveur, et au dernier moment il tourne sa tête, la balle arrive et il fait l'interception. Donc je pense vraiment que c'est un joueur qui a, je ne vais pas dire révolutionné, parce qu'il y a plusieurs joueurs multidimensionnels, mais je pense que c'est un joueur qui a joué énormément sur ses qualités, je ne vais pas dire psychologiques, mais ses qualités vraiment de la connaissance du jeu et vraiment l'étude du film. Ouais. Ok, eh bien justement nous, Lucas, très bonne transition. Merci beaucoup Sébastien. On va passer nous de notre côté au NFL Honors. On va faire un petit débrief des trophées qui ont été remis hier en NFL. Merci encore et bon match Sébastien. Merci à vous. Alors les NFL Honors donc, qui sont déroulés hier, on avait notre envoyé spécial Grégory Richard qui était là-bas. Vous avez pu suivre un petit peu en direct ce qui s'est passé. On va refaire, Lucas, un petit point si tu es d'accord sur les trophées qui ont été reçus, sur peut-être les gens qui ont été oubliés, sur un peu le Hall of Fame aussi. On va pouvoir en dire 2-3 mots. On les prend dans l'ordre. On commence évidemment avec le MVP. Il n'y a pas trop de surprises. C'est Patrick Mahomes qui a été élu. Alors... moi, je vais tout de suite dire pourquoi ça me dérange un tout petit peu. C'est qu'en fait, j'aime pas qu'on donne systématiquement au joueur offensif de l'année, donc je vous spoil que c'est lui qui a gagné le joueur offensif de l'année, le titre de MVP. À quoi ça sert d'avoir deux titres différents ? Oui. Moi, voilà, c'est mon avis. Maintenant, dans les faits, Mahomes ne vole pas son titre de MVP. Ce qu'il a fait avec cette équipe, c'est incroyable. Et alors que c'est un rookie... c'est pas vraiment un rookie parce qu'il était là l'an dernier, il n'a pas été titulaire tout le temps. Mais là, pour une première année en tant que titulaire, il a explosé le niveau qu'on attendait. Oui, il a été exceptionnel, 50 touchdowns, ça égale Tom Brady. Il n'y a que 3 joueurs qui l'ont fait, 50 touchdowns. Il y a eu Peyton Manning qui a fait 55, Brady en 2007 50, et puis Patrick Mahomes, il fait une saison exceptionnelle. Il a des qualités physiques. Moi, il me fait penser un petit peu, toute proportion gardée, à Aaron Rodgers dans sa capacité à faire des passes improbables sur un pied, en reculant. Il a créé cette passe latérale, ou en tout cas lancée un peu de manière latérale cette année. Il est très intelligent, il est bien coaché et il est très doué physiquement. Il est jeune, il va vite, il peut apporter une petite menace au sol. En tout cas, il peut sortir de situations au sol, ce qui ne gâche rien au plaisir de le regarder. Donc c'est vrai qu'il mérite amplement. Après, pour revenir à ce que tu disais sur le titre de joueur offensif, moi je serais d'avis. Et pareil, si la NFL nous écoute, je leur donne ce conseil de donner le joueur offensif à un joueur qui n'est pas un quarterback, parce que il est très rare que le MVP ne soit pas un quarterback. C'est vrai. Ces dernières années, l'année dernière c'était Tom Brady, l'année d'avant Ryan, Cam Newton, donc c'est quasiment... j'essaie de remonter mais j'en trouve pas tout de suite. Peyton Manning l'année d'avant je crois. C'est quasiment tout le temps des quarterbacks, et donc les joueurs offensifs autres que des quarterbacks sont un peu oubliés. Alors, les défenseurs aussi dans ce cas-là. Et les défenseurs aussi, c'est vrai. Mais en tout cas, moi je donnerais le joueur offensif de l'année à un joueur qui n'est pas un quarterback, ou du moins
à un joueur qui n'est pas le MVP. C'est vrai que ça changerait. L'année dernière, ça avait été Todd Gurley, Oui. alors que Tom Brady avait été MVP, donc allez comprendre. Ouais, il n'y a pas vraiment de logique. Je sais pas très bien comment ça se passe. Enfin, si, je sais comment ça se passe au niveau des votes, mais du coup, il faudrait pouvoir empêcher l'un ou alors dire que si le MVP, le rookie offensif, le joueur offensif MVP, on donne au deuxième. Enfin, bon. Bref. Donc, joueur offensif de l'année, Patrick Mahomes, voilà, on vient d'en parler. Qui est quand même mérité, hein, parce que voilà, son apport offensif dans l'attaque des Chiefs est incroyable. Peut-être d'autres joueurs qui auraient pu mériter, Todd Gurley notamment. Todd Gurley, même si la fin de saison est un peu plus compliquée. Drew Brees. Bien sûr, Drew Brees aussi. Qui fait une grosse saison. Pareil, un mois de décembre un petit peu plus en dedans, avec une attaque un peu moins bonne. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui l'a empêché de gagner ce titre de MVP. Mais on l'aurait bien vu MVP à 39, voilà, maintenant désormais il a 40 ans. On l'aurait bien vu MVP. Ça aurait été une belle récompense. On est d'accord. Rookie offensif, alors là il y a eu débat entre guillemets, en tout cas au sein de la rédaction de Touchdown Actu avant les résultats officiels. C'est Saquon Barkley, le coureur des Giants, qui a été nommé rookie offensif de l'année. C'est pas un scandale, hein, c'est normal. Il a fait énormément de bien à cette attaque qui est quand même en mal d'un vrai quarterback. On va pas faire injure à Eli Manning que de dire que c'est peut-être la saison de trop. C'est peut-être les 2 saisons de trop, moi je trouve, mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, il apporte en sortie de backfield, il est capable de gagner énormément après le premier contact. Il fait beaucoup de bien. Maintenant, puisqu'on est toujours dans la dynamique de dire les quarterbacks sont très mis en avant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas nommé Baker Mayfield avec les Browns ? Parce que moi je trouve que la progression de cette équipe avec l'apport de ce joueur, chez les Giants, il y a des stars en attaque. Plus trop Eli Manning, mais il y a quand même Odell Beckham Jr. Bon, mais alors que là, Baker Mayfield, vraiment, son arrivée au sein de Cleveland, c'est un renouveau total parce qu'il n'y a pas eu de vrai quarterback depuis des années. Et là, il y a l'air d'en avoir un et il y a l'air de les amener vers l'avenir. Donc, moi, j'aurais trouvé normal qu'on les récompense. Oui, c'est vrai. Alors moi, dans ce duel-là, je suis Team Barkley. C'est Saquon Barkley. Tu peux quitter ce studio, merci. Non, mais il fait une saison entière, il fait une saison complète. Voilà, pour moi, il mérite plus. Il a été productif dès le début, dès le premier match. Il y a un petit creux au milieu quand même. Léger. Relatif. Voilà, pour moi, il mérite amplement son titre, même si derrière c'est serré, mais pour moi, il mérite. Ok. Joueur défensif de l'année, c'est une équipe dont on a un tout petit peu parlé, c'est Darius Leonard avec les Colts, qui lui, je crois qu'il n'y a pas eu trop de débat là-dedans. Si, un peu avec Derwin James des Chargers. Qui a fait une très belle saison aussi, mais pareil, là je pense que c'est parfaitement mérité. Ça récompense aussi, on le disait, la draft des Colts cette année qui a été très bonne, la défense des Colts qui a été plutôt bonne, meilleur plaqueur de la ligue, avec plus de 160 plaquages je crois, ou 150. Linebacker qui a... Il est hyper complet en fait. Voilà, très complet, capable de tout faire. Pas forcément exceptionnel quand on le voit jouer, mais très complet. Vraiment le linebacker du futur pour moi. Pareil, parfaitement mérité pour moi. Il a pris un poste de leader dans cette défense des Colts, alors que c'est un rookie, ce qui est rare. Il n'y avait pas énormément de leaders avant, mais du coup d'arriver, d'être au milieu, d'être le linebacker qui impose un peu à tout le monde comment on se place, comment on joue, et derrière de montrer par l'exemple avec les plaquages, avec des interceptions, avec des passes déviées, avec des plaquages pour perte, avec des sacs, enfin il a tout fait. Il y a au moins un chiffre sous chaque colonne statistique sur sa fiche de fin d'année, donc ouais, il est omniprésent et c'est vrai qu'il a fait énormément de bien. Derwin James, on l'a dit, il aurait pu. Cette défense des Chargers, elle méritait aussi d'être reconnue parce qu'elle a amené cette équipe-là aussi au plus haut niveau et en divisional round. Bon, moi je trouve quand même. Moi j'étais plutôt Team Leonard, tu vois, alors que. Voilà. De toute façon, il faut bien un vainqueur. Après, il y a pas mal de joueurs qui ont été bons cette année, mais c'est vrai que Leonard fait une grosse saison. Joueur défensif de l'année, ça a été unanime apparemment, Aaron Donald. Ça te plaît pas beaucoup ça? Alors c'est pas que ça me plaît pas, parce que encore une fois c'est vraiment un joueur qui l'a mérité, mais il est pas seul dans cette défense. Même si les autres, on l'a dit, étaient moins bons, comme Marcus Peters, comme Damu Kongsu, comme Dante Fowler qui arrive en cours de saison, et qui, comme Sébastien le disait très bien d'ailleurs, ont pas forcément été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux. Non, c'est Sébastien ou Anthony, je sais plus. Bon, on a toujours est-il que voilà, on attendait peut-être un tout petit peu plus d'eux. Ils ont été un peu en dedans. Aaron Donald a été, lui, au-delà de ce qu'on espérait, meilleur saqueur de la ligue. Il a vraiment mené cette défense. Mais je trouve que Khalil Mack, du côté des Bears, a été beaucoup plus dans la capacité à faire passer tout le monde, à un cran à tout le monde. Qu'il a vraiment tiré tout le monde vers le haut, parce que c'est plein de joueurs qu'on ne connaît pas forcément dans la défense de Chicago.
et que cette défense, c'est vraiment elle qui les amène en playoff, c'est vraiment elle qui les amène là où ils sont, et que c'est grâce à lui, quoi. Donc moi, j'aurais trouvé normal qu'on le récompense. Qu'il gagne pas, bon, je peux l'entendre, qu'il ait 0 vote, moi ça me choque. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu croire que ça allait être un petit peu plus serré. Après, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est Khalil Mack qui a masqué le fait que dans cette défense des Bears, il y a des très bons joueurs. Parce qu'au début de l'année, quasiment chaque match, il faisait un sac, un fumble forcé, un fumble recouvert, ou c'était quasiment automatique chaque match. Ça a masqué un peu le fait que la défense de Chicago est très bonne à tous les niveaux, que ce soit dans les lignes arrières, Fuller qui est un des meilleurs cornerbacks de la ligue, Raekwon Smith, le linebacker qui vient de Georgia, qui a été drafté cette année, qui est rookie, qui est pareil, un peu le cerveau de cette défense. Il y a toujours Danny Trevathan. Danny Trevathan qui fait une très grosse saison. Cette ligne aussi qui est très bonne, qui profite du travail de Khalil Mack, mais qui aussi est très très bonne et qui empêche les lignes offensives de se concentrer uniquement sur Khalil Mack. Donc c'est vrai qu'il fait une très bonne saison et c'est vrai qu'il aurait mérité peut-être un peu plus de votes, mais pour moi Aaron Donald reste au-dessus. Je crois qu'il fait 20 sacs cette année pour un défenseur intérieur, un défenseur de ligne intérieure, c'est quand même assez exceptionnel. Donc pour moi ça me choque pas du tout. C'est Jared Allen le dernier qui avait fait plus que 20 sacs avec les Vikings, j'ai un doute. Alors il y a Justin Houston qui fait une saison à 21 ou 22 sacs il n'y a pas si longtemps que ça, qui est pas très loin du record de sacs. Il y a 2-3 ans je crois, je voudrais pas dire de bêtises donc je dirais pas la... J'ai pas relu mais moi j'ai me souvenir que la première saison que j'ai regardée, il y a Jared Allen avec les Vikings qui a atteint plus que 20, qui a dû finir à 21,5 ou quelque chose comme ça. Et il n'y a pas longtemps, il y a Justin Houston qui fait ça à 22, je crois. Bon, en tout cas, voilà, Donald n'a pas volé pour autant. Hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. En revanche, les Bears, ils ont eu un titre, celui du coach de l'année avec Matt Nagy. C'est mérité aussi. Sa première saison, il a fait passer vraiment un palier à cette équipe. Il a bien, je trouve, géré son jeune quarterback Trubisky en le faisant jouer quand il fallait, comme il fallait. Ça veut dire que tu peux pas trop en attendre de lui, hein. On voit que c'est pas encore un rookie qui est hyper précis, qui peut parfois rater des passes assez simples, enfin, pour quelqu'un de NFL, hein, on va dire. Il a su le manager, il a su gérer sa défense, il a su gérer son attaque aussi. C'est mérité. Et il y avait d'autres candidats, mais lui est pour moi le plus évident. Pareil, il y avait, comme tu dis, il y avait plusieurs candidats, mais c'est celui qui a fait passer son équipe de très mauvaise. Je crois que l'année dernière ils font 4-12, quelque chose comme ça. Oui, ils s'en sont même, pas loin. attends, ils font 8 victoires de plus cette année, donc c'est ça. Donc à 12-4 cette année, donc c'est quand même très fort. Il y a des équipes qui ont tourné leur saison, qui ont fait une très bonne intersaison, mais celle-là, Nagy, c'est la meilleure. Voilà, 12-4 pour les Bears dans une division qu'on attendait un peu plus forte que ce qu'elle l'est. Mais c'est quand même particulièrement bien. Donc pareil, mérité et bien pour lui. Dans les autres nominés, qui ont eu des voix, il y a Anthony Lynn en 2, Andy Reid en 3. Andy Reid, moi je suis très content qu'on reconnaisse son travail parce que depuis qu'il est à Kansas City, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et Matt Nagy était un de ses assistants d'ailleurs, tout comme Doug Peterson avec les Eagles qui réussissent très bien aujourd'hui. Donc moi je pense que c'est aussi la preuve que Andy Reid est quand même un très bon coach. Maintenant, il y a Anthony Lynn des Chargers qui a été nommé. Moi ça me surprend dans la mesure où je crois pas que ce soit vraiment grâce à Anthony Lynn que les Chargers soient à ce niveau-là cette année. Moi, je suis un peu mitigé. Je pense qu'il a quand même pas mal de pouvoir sur cette équipe, sur la défense. Ils font une bonne intersaison. Il arrive à bien faire jouer les éléments qu'il a avec lui, qu'il a à sa disposition. Donc, c'est vrai que peut-être deuxième. Je crois qu'il a eu 10 votes. Ouais. C'est peut-être 24 un peu beau. pour Nagy, 10 pour lui, 8 pour Reid. C'est peut-être un peu beaucoup, mais je pense que pour sa deuxième saison, je crois, avec les Chargers, je pense que ça reste quand même une très bonne saison pour lui, même si c'est vrai que Philip Rivers... voilà, pour moi c'est Philip Rivers le coach des Chargers. Mais dans ces cas-là, on peut peut-être en dire de même avec les autres coachs qui ont été dans ces votes. Frank Reich avec les Colts qui peut profiter d'Andrew Luck qui fait une très belle saison. Voilà. Après, je pense que c'est pour ça que Nagy a gagné cet award, parce que c'est celui qui avait le quarterback le moins bon entre guillemets à sa disposition. Peut-être. Et qui a eu l'impact le plus immédiat. Voilà. Après Anthony Lynn, oui, c'est à voir.
Bon, pourquoi pas. Et enfin, dernier trophée, comeback player de l'année. Il y a eu un petit débat au milieu de la saison avec J.J. Watt, qui est quand même sort un match en 2 saisons, je crois. Et qui a fait une très bonne saison en défense avec les Texans. Mais on ne pouvait pas passer à côté d'Andrew Luck, qui, lui, pareil, a connu des déboires avec son épaule, qui a fait 2 premières super saisons, je crois, et qui derrière... 2 ou 3, je sais plus, mais qui derrière enchaîne les blessures, n'arrive plus à revenir, revient, se fait découper parce que sa ligne offensive le trahit à chaque match. Et là, il sort une saison exceptionnelle. Il n'est pas loin d'avoir un poste pour le joueur de offensif de l'année. Oui, il est pas loin, il fait une super saison. Et puis c'est surtout le fait qu'on y croyait peut-être presque plus. Des blessures à répétition, une équipe qui l'aide pas du tout, on n'y croyait presque plus. Et là, il revient, il fait une super saison. On retrouve le Andrew Luck de 2014, le Andrew Luck qui va jusqu'en finale de conférence contre les Patriots, alors qu'on s'y attend pas l'année d'avant. C'était le Deflategate ce match. Oui, c'est ça, l'année d'avant. Ça remonte. Donc c'est vrai que il le mérite aussi. Globalement, tous les trophées, il n'y a pas vraiment de surprise et il y a que des joueurs. Il n'y a pas vraiment de scandale. Il n'y a que des joueurs qui le méritent. On est d'accord. Voilà pour notre petit point sur les NFL Honors qui se sont déroulés hier soir. Vous pouvez retrouver évidemment tous les résultats sur le site touchdownactu.com. Nous, on va passer à notre dernière invitée qu'on va accueillir tout de suite en plateau. On accueille donc Anthony Dablé. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez passé dans le podcast, je me souviens, parce que c'est moi qui l'avais fait, voilà, petit instant d'autopromo. C'était après votre passage chez les Giants, je crois, entre les Giants et les Falcons. Donc on rappelle, vous êtes passé donc, par les Giants en pré-saison en 2016, les Falcons en 2017. Pour vous, aujourd'hui, l'actualité sportive, quelle est-elle ? Est-ce qu'il y a... vous continuez à vous entraîner, vous continuez à jouer ? Là, je reviens de blessure en fait. Ok. Parce que après les Falcons, je m'étais entraîné en Floride à IMG Academy pendant 3 mois. Et après ça, je suis revenu en Allemagne. Je me suis blessé lors du premier match. Et là, je suis de retour de blessure. Mais j'ai signé un nouveau contrat en Allemagne. Avec quelle équipe ? Avec les Invaders Hildesheim. Ok. Et voilà, bientôt la semaine prochaine. La saison reprend la semaine prochaine ? La saison reprend on reprend les entraînements en mars. Ok. Premier match, il est en mai. Ok, d'accord, c'est un peu décalé. Ouais, donc du coup, ça laisse un peu de temps. Ok, très bien. On vient de parler des trophées NFL. Vous avez suivi un peu les résultats d'hier ? Ouais. Est-ce que vous trouvez ça cohérent, logique ? Vous auriez vu d'autres joueurs à la place de ce qui a été nommé, d'autres coachs peut-être ? Peut-être Baker Mayfield pour Rookie of the Year. Ouais, c'est ça. Bah ouais, bon, on en a parlé un peu, c'est vrai qu'il mérite, mais bon, sinon ça reste assez logique. Vous avez suivi la NFL un peu cette année ? Un petit peu. Un petit peu de loin De loin. En Allemagne avec le décalage horaire. Ouais, c'est un peu plus difficile, mais ouais. Donc on essaye toujours de regarder un peu les matchs. J'aime regarder en fait. Je regarde un peu tous les matchs et je préfère regarder quand les matchs sont serrés. Donc je change vraiment de match à match. Et alors, c'était quoi votre match préféré de l'année ? J'avais pas vraiment de match préféré de l'année. Ce que j'aimais, c'était vraiment suivre les Chiefs et Mahomes. Il a vraiment été impressionnant. Moi, je suis pas beaucoup le football universitaire. Ouais. Alors quand il a été drafté au premier tour il y a 2 ans, je me suis dit qui c'est ce gars ? Et puis en plus, il a même pas starté. Il y avait Alex Smith. Puis après, quand ils l'ont trade, je me suis dit ils font vraiment confiance à ce gars-là et voir ce qu'il a fait cette saison, c'était assez impressionnant. Les Patriots qui sont aujourd'hui au Super Bowl, vous êtes passé dans leurs locaux une journée, vous aviez fait un entraînement avec eux ? J'avais fait un private workout, c'était pour peut-être signer un contrat. Ouais. Et alors j'ai fait un workout avec les Falcons, j'en ai fait un avec les Jets et de loin c'est celui qui était le plus abouti. Ah ouais ? Ouais. C'est-à-dire qu'on vient la veille, le lendemain à 6h on fait les medicals, c'est juste tous les tests basiques. Ensuite, quand je suis arrivé, on s'est échauffé, il y avait des exercices de footwork, ensuite il y avait un 40 yards, ensuite il y avait plusieurs drills pour attraper le ballon, etc. Les tracés, et ensuite après ça, il y avait encore le Wonderlic, qui est le test le test QI IQ, là, exactement. Et après ça, je suis rentré dans un bureau avec un scout qui m'a montré mes jeux que j'avais fait avec les Giants, parce que c'était juste après les Giants que je suis allé là-bas. Qui m'a demandé de dessiner des couvertures, de m'expliquer des concepts, qu'est-ce que je faisais sur ce jeu-là, etc.
Et ouais, vraiment, vraiment abouti. Quand on voit quelque chose comme ça, parce que j'ai fait un test aussi avec les Lions, et puis c'était vraiment... Jets et Lions, c'était vraiment les tests qui étaient vraiment les plus merdiques, on peut dire. Et ouais, il n'y a pas de secret, quoi. Quand une franchise, elle fonctionne pendant aussi longtemps qu'on peut voir les Patriots fonctionner, il y a toujours quelque chose derrière, et rien que le fait de faire un workout, ça te donne déjà une impression de comment fonctionne cette franchise et pourquoi elle a de tels résultats. Donc c'est pas que sur le terrain, déjà en coulisses, tout est réglé comme du papier musique et tout est prêt. Vous étiez plusieurs à passer en même temps ces workouts ? Ouais. Ok, et est-ce que à ce moment-là, vous vous entraînez aussi un moment avec des joueurs de l'effectif ou c'est que entre vous ? Non, j'ai juste eu la chance de voir Gronk rentrer. Genre une fois que moi je partais du workout, lui il arrivait au facility parce qu'il était blessé, mais il venait pour faire son rehab, etc. Vous l'avez juste croisé ou juste vous avez eu le temps de... Non, pas du tout. Même pas dire juste bonjour, croisé, je l'ai vu, j'ai fait c'est Gronk. Vu de loin, c'est le Gronk incroyable. Et pareil, donc vous avez croisé personne du staff ou du coaching Non, personne qu'on peut voir les dimanches sur le côté du terrain, j'en ai pas vu, non. Ok. Bon, bah voilà, c'est déjà intéressant de voir un peu ce que les Patriots font en dehors. Et alors du coup, ils sont là au Super Bowl encore. Comment ils font ? Alors déjà, oui, ça commence. Vous avez dit déjà dans les secrets un peu de l'équipe et tout, mais comment est-ce qu'on peut expliquer une telle régularité ? Je pense que c'est le travail, l'attention des détails. Au final, ils ont tous le choix de prendre les joueurs qu'ils veulent, etc. C'est peut-être la manière dont ils recrutent. Je veux dire, rien que dans un workout, ils cherchent peut-être des choses différentes des Lions ou des Jets qui recherchent peut-être juste un athlète. Et ils vont pas faire nécessairement le test de QI pour savoir comment est-ce qu'il peut réagir, comment est-ce qu'il va apprendre le playbook par rapport à un autre, comment est-ce qu'on va arriver, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment athlétiques, et le fait d'apprendre le playbook et d'être à l'aise vraiment avec, tu as une autre vitesse sur le terrain. C'est pour ça qu'on parle de vitesse de 40 yards et de football speed. Il y a certains joueurs qui sont très rapides aux 40 yards, mais vu qu'ils ne comprennent pas le playbook, etc., quand tu arrives sur le terrain, tu joues pas à ta vitesse. Puis après, tu passes pour un moins bon joueur, tandis que tu es vraiment athlétique. Donc, tout ça, c'est un détail. Après, quand je suis au Patriot, le panel il est vraiment, vraiment large. Et au final, quand on fait aussi attention aux détails, les résultats ensuite, ça suit. Et ils ont essayé vous avez dû apprendre un peu quelques jeux quand vous étiez avec le scout, on vous a montré un peu des trucs, vous essayez de comprendre Non, pas du tout. C'est juste que j'ai vu que leur tracé. Alors, par exemple, aux Giants, les tracés, c'était pas par rapport aux profondeurs, c'était par rapport au nombre de pas. Ok. Donc du coup, c'est différent d'un joueur à l'autre, mais comme ça, on a tous le même timing. Aux Patriots, par exemple, c'est vraiment une histoire de précision. Tom Brady va lancer exactement au même endroit, que ce soit Edelman, Hogan, quelqu'un d'autre. Genre, tu dois faire ton tracé, le stem il doit être un peu vers l'intérieur, autant de yards. Quand tu arrives, tu es à 2 yards du hash mark. Ici, tu t'arrêtes à 12 yards, tu rentres. Enfin, tout est vraiment précis. Et même pour quelqu'un qui font juste rentrer pour un workout, c'est comme ça qu'ils vont travailler pour voir si le gars peut le faire, quoi. Ouais. Et alors du coup, là, tous ces receveurs dont vous nous parlez ce soir, il y a quand même des beaux receveurs sur le terrain. Edelman, Gronkowski dans son genre, qui n'est pas vraiment un receveur, mais qui capte pas mal de ballons. Chris Hogan, de l'autre côté, il y a Brandon Cooks aussi. Woods, qui était énorme cette saison. C'est vrai en plus. Quelle qualité de quel receveur vous aimeriez avoir ? Si vous pouvez faire un mix de tous ces receveurs-là, qu'est-ce que vous prendriez chez qui ? Mais je prendrais chez personne là-bas, je prendrais Julio, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Julio Jones, vous aviez joué avec lui ? Vous étiez entraîné Ouais, on s'est entraîné avec lui. C'était un peu comme pour Mangu avec Alshon Jeffrey, ouais. qui était blessé parce qu'il avait un turf toe, un truc dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Mais peu d'entraînement que j'ai fait avec lui, il est vraiment impressionnant. C'est autre chose. Il est explosif comme un petit receveur, un petit gabarit, peut-être Woods ou Cooks, alors qu'il fait 6 pieds 4 et qu'il est 1m94 et qu'il fait 105 kg, quoi. Ça, c'est vrai. Donc c'est vraiment impressionnant, il attrape tout, il est super explosif. Et une autre chose que j'ai vue par rapport à d'autres receveurs, c'est qu'il est vraiment précis et genre... comment dire, dans ses tracés, c'est vraiment très détaillé, quoi. C'est vraiment... Il fait rien au hasard. Okay. Il connaît tout et genre, je pense que c'est le joueur avec le football IQ le plus haut que j'ai vu. Pour un petit exemple, quand on était en camp d'entraînement, le nouveau offensive coordinator, il voulait changer un jeu. Okay, donc il change le jeu et là tout de suite, moi j'étais juste à côté de Julio et je vois son visage qui se fronce et puis il commence à se dire
Mais non, mais là ça fonctionne pas parce que s'il joue une cover 2, moi je suis trop proche là, donc ça ouvre personne. Puis s'il joue une cover 3, moi je suis couvert, puis je suis jamais ouvert dans ce jeu-là. Donc là, on peut pas changer ce jeu-là pour la red zone. C'était Shanahan en plus, le nouveau coordinateur. Non, c'était pas lui, ah ouais c'était Sarkisian. Ah, ok. Il s'est fait virer d'ailleurs. Ouais, bah, comme quoi, Rolio avait raison. Voilà, c'est ça. Et dans l'équipe, est-ce que c'est un leader? On a pu le voir sur certains Arnox qu'il prenait un peu cette place de leader. Et on le sent vraiment du peu de temps que vous avez pu passer avec cette équipe. C'est un leader de l'équipe? Bien sûr. Il a une grande importance. Je pense que l'attaque, elle tourne vraiment autour de lui. En fait, aux Falcons, ils font vraiment attention à tout le monde. Il faut savoir que quand il a fait sa saison à 1900 yards, il jouait que seulement 60% des snaps. C'est quelque chose qu'on ne voit pas chez les Giants, par exemple, où c'est vraiment les mêmes 3 receveurs qui restent tout le temps sur le terrain. Aux Falcons, il faut savoir que ça tourne. On veut que on fait confiance à chaque receveur qu'on a regardé pour la saison. Et pendant le match, à chaque fois qu'on te met sur le terrain, il faut que tu sois à 100%, tu donnes ton 100%. C'est ça. On revient un peu sur le Super Bowl. Vous, comme tous les autres, même question, c'est quoi le premier Super Bowl que vous avez vu? Super Bowl 40. Alors Super Bowl 40, il faut m'en dire parce que je suis plus sûr. Steelers Seahawks. Et c'est les Steelers qui gagnent. Je l'ai même pas vu celui-là. Avec... Ah oui? Non, moi j'ai commencé après moi. Ok. Avec le jeu du match, c'était vraiment le end-around avec la passe d'Antoine Randall sur Heinz Ward. Et ça m'avait vraiment impressionné. C'est vraiment un jeu. Je vois qu'il donne la balle au running back, il la repitch au receveur, qui se tourne, qui lance une passe, boum, touchdown. Ok. Non, c'était vraiment stylé. Et c'est ça qui vous a donné envie de jouer un peu au foot américain? C'était le jeu vidéo. Ah ouais? Avant ça. Ah mais si, ouais, je me souviens de cette histoire. J'étais sûr qu'il allait me revenir. Ouais, on avait joué à tous nos jeux vraiment trop sur Nintendo 64. Là, on va vendre tous nos jeux, puis j'avais mon cousin qui était là et qui me dit « Oh putain, faut prendre ce jeu-là, c'est NFL Quarterback. » C'est ça, NFL Quarterback. S'il est vraiment pas bien ce jeu, on défonce. Puis on a commencé à jouer en connaissant aucune règle. On voyait first down, on comprenait pas quand la balle passait de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'on devait punter, on pouvait pas jouer. Et au fur et à mesure... Par contre, le truc que j'aime avec le football américain, c'est que même sans connaître, vu que les jeux ils sont relativement courts, dès qu'un jeu est un peu long, tu sais que c'est un jeu exceptionnel. Ouais. Et tu as cette sensation-là, et tout de suite, en fait, ça t'accroche au trip, tu vois. Et donc, du coup, on a commencé à jouer comme ça, à continuer, puis on a commencé à aimer. Puis l'année d'après, c'est ça. J'avais cours de maths le lendemain à 8h, le lundi, et je suis resté tout seul devant ma télé, à regarder tout mon Super Bowl. C'était déjà Georges Eddy à l'époque qui commentait? Je sais même plus. Si, c'est lui. Oui. Il a une voix bien particulière, on sait que c'est lui qui Ah ouais, ça on a normalement pas. C'était lui. Et alors, votre Super Bowl préféré, est-ce que c'est celui-ci ou est-ce que depuis il y en a eu un autre? Non, le Super Bowl préféré, je pense que c'est le 43. Où j'aurais préféré que ce soit les Cardinals qui gagnent, avec la remontée et ce dernier drive des Steelers et le touchdown de Santonio Holmes. Là, c'était vraiment... Juste dans le tout petit coin là. Vraiment. Ça, avec 2 défenseurs qui sont devant, il lance la passe juste au-dessus des 2 et tombe juste dans les bras, qui lui s'étend et tombe. Bah, c'était vraiment. C'est vrai que ça c'était pas mal. Et impressionnant. Et alors, nous, là, en notre prochaine session, ça va être un peu des conseils pratiques. Est-ce que vous avez des conseils pratiques pour tenir toute la nuit devant le Super Bowl? Pour pas s'endormir, pour trouver des trucs pendant les temps morts c'est quoi votre secret? Manger, faire autre chose en même temps. Genre profiter, vraiment, je sais pas moi, parce que les jeux. Être là juste quand ça joue, puis je sais pas, être sur son téléphone, etc. Ou regarder un peu des stats, chercher des trucs sur des joueurs, etc. Pour rester éveillé toute la nuit. Ouais. Moi, ça me pose pas de problème parce que j'ai envie de regarder. Je suis pas vraiment toute la saison, je suis les playoffs et le Super Bowl, c'est sûr que je rate pas. Et ouais, moi ça me coûte rien, mais si une personne veut vraiment le faire. Ouais, voilà, pour des gens qui veulent découvrir un peu. Même faire, là, qu'on finit ça, aller faire une petite sieste et puis se réveiller après le Super Bowl. Donc partisan de la sieste avant? Ah bah oui. Ah ouais, moi pas trop, mais bon. Okay. on va élaborer un peu les stratégies là avec Lucas. Merci beaucoup Anthony pour cette interview. Et puis nous, voilà, comme dit, on va passer tout de suite aux conseils pratiques pour suivre le Super Bowl. Génial, merci. Alors, ce soir, si vous regardez le Super Bowl, vous allez avoir besoin de vous armer d'énergie et d'endurance parce que vous risquez d'être debout jusqu'à 4-5 heures du matin à peu près, hein, ça dépend, oui, ça dure 4h30, 5 heures en gros. Lucas, on va vous donner quelques conseils tous les deux pour essayer de rester éveillé, tenir tout le match. Alors, Anthony vient de nous le dire, sieste avant, oui, non, quel est ton avis sur la question? Pareil, moi je suis team sieste aussi. La sieste avant, pour moi, est quasiment obligatoire. Ça et le fait d'être à plusieurs. Si on peut, c'est mieux. Ça tient éveillé. Pour moi, ce sont les deux déjà facteurs obligatoires pour tenir tout le match.
On est d'accord. Alors moi je suis pas team sieste parce que j'ai peur justement de casser mon rythme. L'autre grand débat aussi, c'est est-ce qu'on dort à la mi-temps ou pas? Parce qu'il y a le show de la mi-temps, on peut ne pas forcément être fan, c'est 40 minutes. Est-ce qu'on en profite pour gagner un peu d'énergie ou là au contraire c'est le risque de pas se réveiller? Alors là, non. Pour moi, pareil, là, il faut pas s'endormir à la mi-temps. Parce que déjà, même si on n'est pas fan, vous savez que demain, vous allez entendre parler du show de la mi-temps. Donc, quand vous allez dire que vous avez regardé le Super Bowl, on va vous parler du show de la mi-temps. Si vous dites que vous êtes endormi à ce moment-là... là, c'est la honte. Voilà. Et ensuite, il y a surtout ce problème de ne pas se réveiller. Alors, si vous êtes plusieurs... Normalement, ça va. Voilà, vous pouvez vous relayer. Mais moi, je ne suis pas d'avis de s'endormir à la mi-temps. Ok, ouais, non. Moi non plus, de toute façon, encore une fois, moi je préfère dormir à la fin d'un coup. Là, ce que disait Anthony, c'est bien aussi de manger, profitez-en. Si vous êtes plusieurs, c'est l'occasion de vous faire un vrai dîner avec des plats un peu typiques américains, tant qu'on y est. Attention, parce que si on mange trop, il y a la digestion après qui arrive, et la digestion, ça fatigue. Très bon point, mangez bien mais pas trop. Vous savez que vous avez 4 heures de toute façon, donc vous pouvez... répartir sur les 4 cartons. D'ailleurs, si vous cherchez des conseils de recettes, sur le site touchdownactu.com, on a Sébastien Polomini qui est notre chef local qui a fait plein d'articles tailgate spéciaux avec des recettes sucrées, salées, tout ce que vous voulez. Donc vous avez le temps encore avant le Super Bowl pour vous mettre en cuisine et préparer tout ça pour vos invités si vous en avez. Il y a d'autres moyens de se tenir occupé. Vous pouvez faire des jeux sur Touchdown Actu. On a préparé un bingo. Alors allez voir ça sur Twitter. Vous pouvez faire votre bingo, que ce soit si vous regardez sur TF1 ou Beansport, normalement il y a moyen d'avoir un peu les deux. Vous pouvez faire des petits concours de pronos ou de paris. Moi j'avais fait ça une fois, un an, j'étais parti au Canada et ils avaient une tradition, c'est qu'au début de l'année, du match, on pose 15 questions, donc qui va gagner, qui va marquer en premier, qui va mettre un touchdown, qui va être MVP, qui va gagner le toss. Des questions un peu farfelues pour certaines. Puis à la fin, tu remplis, celui qui a le plus de points gagne la mise. Tout le monde met 1€ ou 5$, je sais pas combien c'était à l'époque. Et à la fin, celui qui a le plus de bonnes réponses gagne, sachant que le score doit être un tiebreaker, je sais pas quoi. C'est un peu de la chance. Moi, c'était la maman de mon pote qui me recevait qui avait gagné et qui connaissait rien au foot américain. Donc bon, voilà, il peut y avoir ça. Il peut y avoir d'autres jeux. Il peut y avoir des jeux qui impliquent diverses boissons de type variés, qu'on ne vous encourage pas forcément à faire, mais c'est vous qui voyez. Pub US ou pas, toi? Oui, parce que pareil... on va en entendre parler le lendemain sur divers sites internet, et puis c'est surtout l'occasion et le moment où les marques américaines donnent tout ce qu'ils ont sur les pubs. Il y a souvent des pubs qui sont très bien faites, qui sont drôles, avec beaucoup de moyens, donc ça permet de passer les temps morts et les arrêts de jeu un peu plus rapidement. Donc pub US aussi, ouais. Sachant que si vous n'êtes pas sur la télé française, vous pouvez notamment les retrouver sur YouTube, les pubs. Donc voilà, préparez-vous le double écran. Exactement. On encourage les gens à regarder la pub. Mais non, mais c'est vrai que c'est quand même, ça fait partie un peu du show Super Bowl. C'est un tout. Vous pouvez vous prévoir des highlights aussi. Préparez-vous sur notre site ou même sur d'autres. Il y a des highlights de la saison que vous pouvez regarder. Voilà, mettez-vous un double écran pendant les pauses si vous voulez. Faites-vous des highlights, faites-vous des petits quiz entre vous. Vous allez pouvoir tester un peu la connaissance football américaine de vos invités. Du coup, j'ai posé la question à tout le monde, mais je ne l'ai pas posée à toi, Lucas. Quel est le premier Super Bowl que tu as regardé ? Le premier Super Bowl que j'ai regardé, ça doit être le même qu'Anthony, les Bears contre les Colts en 2006. C'était en tout cas la saison 2006, donc ça devait être février 2007, je crois, si je me trompe pas. Pareil, Devin Hester, je n'avais pas tout compris, mais c'était les années où je ne regardais que les Super Bowls quasiment. Mais tu suivais déjà un peu le foot US. Je le comprenais pas tout à fait, mais je le regardais et je le suivais. Ouais. Et alors, meilleur souvenir de Super Bowl ? Le meilleur souvenir de Super Bowl, c'est pas forcément un match, c'était la saison 2012, donc pareil, en 2013, c'était le Super Bowl entre les Ravens et les 49ers. J'avais la chance d'habiter pas très loin de la Nouvelle-Orléans. Du coup, j'étais allé à la Nouvelle-Orléans. Alors, j'avais pas du tout de billets pour le match. Je suis arrivé, le match avait commencé. J'étais très déçu de l'ambiance autour du stade. C'était une ville déserte. Pourtant, la Nouvelle-Orléans, c'est une ville qui bouge beaucoup. Et en fait, tout le monde était dans les bars.
c'est le fameux Super Bowl de Kaepernick avec les deux la frères panne de Harbaugh. courant. Voilà, la panne de courant. Beyoncé à la Et mi-temps. Beyoncé à la mi-temps. Et en fait, du coup, je ne saurais même pas dire le score, je me rappelle plus parce que c'est pas C'était le match. 30 et quelques à 20 et quelques. Enfin, c'était un peu début 30 à fin 20, quelque chose Voilà. comme ça. Et en fait, après, une fois que le match s'est terminé, il faut savoir qu'à la Nouvelle-Orléans, il y a une rue qui s'appelle Bourbon Street, qui est la rue où tout le monde va pour sortir, pour faire la fête. Et tout le stade, j'ai eu l'impression que tout le stade, donc c'est-à-dire 70 000, 80 000 personnes, s'est rué sur cette rue-là, qui fait des kilomètres de long, mais ça fait beaucoup de monde. C'est la rue de Mardi Gras, d'habitude. Et du coup, voilà, la soirée avait été mémorable. Mais c'est mon plus beau souvenir de Super Bowl sans vraiment Super Bowl en fait. Je me rappelle même plus du match. Ouais, le match était pas mal quand même. Les 49ers revenaient un peu à la fin. Je me souviens qu'à la fin, John Harbaugh avait fait exprès d'encaisser un safety en perdant un peu de temps pour reculer, pour gagner du temps et tout. C'était pas mal. Moi, puisque tu me poses la question, premier Super Bowl c'était Patriots Giants 2. Donc c'est assez récent. Moi, je m'y suis mis assez tard. Mais mon moment préféré, je pense que c'est quand même l'interception de Malcolm Butler. Je suis désolé pour Camille, que les fans du podcast connaissent, qui est notre technicien fan des Seahawks. Et en fait, sur le moment, je me souviens que j'étais un peu dépité parce que je me suis dit, c'est con, les Patriots font un bon match. J'avoue, moi, je suis pas hyper fan des Seahawks et ils vont perdre parce que les Seahawks vont revenir. Et il y a cette action un peu confuse où tout le monde, notamment deux de mes potes fans des Patriots, très très fans, se cachent la tête entre les mains, veulent pas regarder. Et je mets 3 secondes à comprendre parce qu'on comprend pas tout de suite ce qui se passe. Dire il a intercepté. Et tout le monde relève la tête. Quoi. Et c'était vraiment, il y a eu ce moment de en fait, le match vient complètement de changer. Et c'est ça qui est génial avec le foot américain. Et encore plus quand ça arrive au Super Bowl. C'est une action où en une seconde, tout se passe différemment en fait. C'est exactement ça. Et ce match, c'en est la représentation parfaite. On oublie un petit peu parce qu'il y a eu cette remontée contre les Falcons. Il y a eu le Philly Special l'année dernière avec Philadelphie. Mais ce match, c'est vrai qu'il est exceptionnel parce qu'en plus, juste avant, il y a une réception. Je crois que c'est Tyler Lockett qui fait une réception. C'est pas Jermaine Kearse? Peut-être un des receveurs de Seahawks. Oui, le ballon lui rebondit sur le ventre. Et là, on se dit, voilà, le match a changé dans le sens des Seahawks. Ouais, c'est clair. Et puis après, il y a ce plaquage de Dante Hightower sur Marshawn Lynch. On se dit ensuite que Marshawn Lynch va recourir et puis ça rechange. Voilà, comme tu dis, c'est la beauté de ce sport-là. Surtout que c'est pas fini à ce moment-là parce que ils ont une conversion, une première tentative à 1 yard de leur end zone. Et là, c'est pas fini du tout parce que si tu te fais plaquer, c'est safety et je crois qu'il y a que 2 points d'avance à ce moment-là. Donc cette fin de match, elle est exceptionnelle. En tout cas, voilà, on espère un beau match en tout cas pour ce soir. C'était ma conclusion. Du coup, c'était de dire que le meilleur argument pour regarder le Super Bowl, c'est que, et se tenir réveillé, c'est que de toute façon, il va se passer un truc incroyable et que, en fait, dans les derniers auxquels on pense, même tu vois le Seahawks Broncos qui sur le papier était pas superbe parce que les Broncos se sont fait quand même écraser et que Peyton Manning a été très en dessous de ce qu'on attendait, mais il s'est passé un truc parce que cette équipe des Seahawks, elle a littéralement explosé un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NFL et voilà, il se passe des tonnes de choses. Tout ça pour dire que le meilleur moyen, c'est de regarder le Super Bowl et surtout d'en profiter. Parce exactement. que c'est le dernier match de la saison. Après ça, voilà, je ne veux pas finir sur une mauvaise note, sur une note négative, mais après, il n'y a plus de football jusqu'à septembre prochain. Donc voilà, il faut vraiment en profiter. On est d'accord. Voilà, c'est la fin de notre émission spéciale de preview du Super Bowl. On remercie évidemment toutes les personnes qui ont permis à cette émission d'avoir lieu. Merci à Anthony Dablé, à Anthony Mangou, à Sébastien Séjean qui sont venus. Merci à la Fédération Française de Football Américain d'avoir organisé ça. Merci à nos partenaires Hitball, les petits pains en forme de ballon de foot américain, et Capland, l'équipementier des équipes de football américain en France. Merci au Hard Rock Café évidemment qui nous a accueillis. La suite du programme pour vous, elle est simple. À 21h, vous retrouvez Alain Mattei pour le fauteuil de 21h à 23h sur le site de touchdownactu.com et sur YouTube, comme toujours. Un fauteuil spécial Super Bowl, donc vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. On va revenir, je crois, sur le classement des 10 derniers Super Bowl. Donc vous pourrez faire votre petit top 10 des derniers Big Games. On peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur touchdownactu.com, sur @touchdownactu sur Twitter. Toi, ton Twitter, c'est @elvola, c'est ça? Exactement. @RaoulVDG pour moi-même, @FFFA_officiel pour la Fédération Française de Football Américain. Où est-ce qu'on est ailleurs? Nous, on est partout. On est sur Facebook, sur Spotify, sur Minitel. Pas encore sur Minitel, mais on a fait la demande. Non, mais voilà, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube aussi, évidemment. Mardi,
mardi, la mission débrief aussi au Hard Rock Café avec Alain Mattei, avec Grégory Richard qui est ce soir au stade c'est Mercedes-Benz. Mercedes. Ils s'appellent tous Mercedes. Oui, c'est ce que j'avais un doute du coup avec celui de New Orleans, mais c'est aussi Mercedes du côté d'Atlanta et qui vous fera le résumé du match et qui ensuite ira interviewer tous les joueurs dans les vestiaires. Donc suivez bien aussi ça sur les réseaux et il sera là mardi pour débriefer l'émission avec nous en public et en public, c'est tout. Avec Alain et moi, on vous donne rendez-vous donc à 18h, venez à 18h. L'émission devrait commencer vers 19h. Merci encore à tous, merci beaucoup Lucas. Merci Raoul. Très bonne fin de journée à tous, très bon Super Bowl. Encore un grand merci et à la prochaine. Ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.